Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle production de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Nous sommes le 12 août 2026 et lorsqu'on regarde un peu dans notre calendrier, on se souvient de cet événement qui a été de justesse évité du côté de la radio nationale. C'était le 12 juin dernier où un jeune Camerounais du nom de Joanne Sichom s'est présenté avec des textes disant venir de la présidence de la République et portant nomination d'un vice-président et formation du gouvernement. 2 mois, jour pour jour après, qu'est-il devenu? Les informations nous disent qu'il a définitivement été placé du côté de Kondengui, en tout cas il a été placé du côté de Kondengui et que l'affaire suit son cours. Il a été retenu contre lui les faits de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État avec complicité des puissances étrangères. Est-ce une affaire classée, puisqu'on ne parle plus beaucoup de ce sujet? Peut-on retenir qu'il s'agissait tout simplement d'un fait divers, ce vrai-faux décret portant nomination? Est-ce qu'il faut tourner la page et passer à autre chose pendant que ce vice-président, puisque le texte qui a été publié portait son nom comme celui qui allait devenir le vice-président de la République du Cameroun? Est-ce que ce vice-président, entre guillemets, comme on l'appelait du côté du CED, était pratiquement une âme perdue qui s'est retrouvée de ce côté? On va en parler avec nos invités qui jetteront également un coup d'œil dans l'actualité telle que présentée par les tabloïds camerounais. Une revue de presse vous sera présentée en début d'émission et puis on va saluer quelques-uns de nos partenaires déjà installés. Franck Masson, il est philosophe, directeur de publication. Bonsoir Franck et bienvenue. Bonsoir Jean Jarzé, merci pour l'invitation renouvelée. Je dis également un bonsoir à mes co-discutants. Sans manquer de dire bonsoir également à nos nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de passer ces moments agréables avec vous. Allez, on est fiers de vous avoir à nouveau ce soir. On accueille également Maître Jean-Guy Zogo, qui est le président général de l'Union des populations africaines. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean Zaxé. Merci pour l'invitation qui témoigne de la confiance toujours vive entre l'Info-Télévision et l'Union des populations africaines. Je salue amicalement et fraternellement mes co-discutants qui sont déjà là. Je présente toute ma déférence aux populations camerounaises pour et au nom desquelles nous nous échinons au quotidien pour travailler à l'éveil des consciences et au réarmement idéologique des populations. Je ne manquerai pas de saluer l'équipe technique qu'on oublie très souvent mais qui pourtant donne beaucoup pour que nous soyons audibles et visibles à travers le monde. Je voudrais, à l'entame de cette émission, pousser un cri de détresse à l'endroit de la jeune compatriote dont je parle souvent, qui est aujourd'hui hospitalisée. Elle est à l'hôpital central, elle a fait une rechute. On dit qu'elle sera opérée. La famille se bat pour réunir les moyens, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à obtenir son évacuation. Tout ce que je peux dire, c'est que devant l'échec des politiques publiques de santé du Cameroun, nous sommes obligés, à partir de lundi prochain, de lancer un appel à la générosité publique pour permettre à cette fille, donc l'évacuation est désormais considérée comme le dernier espoir de sauver sa vie. Nous allons lancer ça dès lundi prochain pour que les âmes de bonne volonté apportent des moyens à la facilitation de son évacuation, parce qu'il y a l'Inde qui s'est proposée parce qu'elle a besoin d'une greffe de la moelle épinière. Greffe de la moelle épinière. Oui, et faut reconnaître que 40 ans de renouveau ne nous ont pas permis d'arriver à ça. Bon, elle n'a pas aussi les moyens du sérail pour se faire évacuer, parce que certains se font évacuer comme ils veulent. Parfois c'est pour un simple paludisme ou un mal de tête. Là, on a quelqu'un qui est atteint de leucémie, diagnostiqué depuis 2 ans. La famille a déjà saisi tout le monde. On a saisi le ministère de la Santé. On a déjà interpellé les autorités camerounaises qui brillent par un silence assourdissant. Je voulais lancer un cri de cœur pour cette jeune Camerounaise. Elle est actuellement où? Elle est actuellement à l'hôpital central. Si je m'en tiens aux dernières informations, parce qu'elle est arrivée dans la nuit à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso, mais sa prise en charge n'a pas été effective. Je m'en tiens également à ce que la famille m'a rapporté.
Et là, on l'a référée à l'hôpital central. Elle doit subir une opération. Je pense qu'elle doit avoir un problème avec l'appendice, quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Je suis un homme politique, un juriste. Je vous rapporte le cri de détresse de la famille. Mais je m'insurge aussi de voir que malgré... Est-ce qu'il y a des contacts oui, nous allons, la famille, nous allons organiser... Je sais que le ministre de la Santé regarde ce programme. Est-ce qu'il y a des contacts? Normalement, la famille devait avoir un rendez-vous avec le ministre de la Santé qui a orienté la maman vers le secrétaire général du ministère. Le jour du rendez-vous, je me suis rendu au ministère. J'ai attendu la famille, mais il paraît que le rendez-vous a été décalé parce que le secrétaire général du ministère n'était pas disponible. Pourtant, chaque jour qui passe condamne cet enfant, dont le seul tort est peut-être d'être né sur le sol camerounais. Parce que c'est là où on n'arrivera pas là. Oui. Passons le message. Passons le message. Les gens ont pris la santé au sérieux. Je rappelle que Fidel Castro, sous embargo américain, a conçu l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Passons le message qui est utile. Non, moi, je passe le message pour qu'il soit porteur. Sinon, on va entrer... moi, je veux aider à relayer le message parce que c'est la première fois que vous en parlez sur ce plateau. C'est la 4e fois que j'en parle sur le Grand Soir, mais pas sur... D'accord. Voilà. Et moi, je veux relayer le message qui reste un message qui appelle à une mobilisation rapide. Oui. Je sais qu'au ministère de la Santé, on doit avoir une oreille attentive de ce côté. Si la patiente est du côté de l'hôpital central, je crois qu'une mobilisation devrait être rapidement mise en branle du côté du ministère de la Santé pour que cela soit fait, que la prise en charge soit organisée comme cela se doit. C'est tout ce que nous demandons. Je pense que la famille devrait nous aider avec un contact. Si on ça va s'organiser. Je pense j'ai une séance de travail tout à l'heure avec un collaborateur sur la question. Nous allons mettre les numéros à la disposition du public pour que les uns et les autres... C'est vrai que l'appel à la générosité publique est organisé au Cameroun par une loi. Il ne faut pas non plus croire qu'on peut se lever un bon matin et appeler à la contribution des gens. Il y a une autorisation préalable du ministre de l'administration territoriale. J'ai engagé la procédure dans ce sens. Maintenant, le temps qu'elle aboutisse, peut-être que le temps de l'administration et le temps de la santé de l'enfant ne peuvent pas être en adéquation. C'est pour cela que nous allons prendre les dispositions pour que pendant que le dossier administratif suit son cours, que les gens qui peuvent déjà réagir, parce que il y a des problèmes d'infusion de plaquettes, des poches de sang, les opérations qu'il faut faire, ceux qui pourront déjà réagir dès même demain, lundi est loin, dès demain. On va mettre à la disposition des uns et des autres à travers toutes nos plateformes de communication les numéros utiles. D'accord, merci maître, on va suivre de près cette situation, si on peut se mobiliser comme cela se doit pour sauver la vie de cette jeune Camerounaise. Accueillons docteur Mbok, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, et bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir. J'ai promis à maître Jean Guizogo d'appuyer ce plaidoyer en faveur de cette jeune dame. Et je suis plutôt dans votre dynamique justement parce que vous savez que quand on est fatigué, quand on a ras-le-bol, parfois on monte un peu le ton. Mais au fond, il faudrait que le ministre de la Santé retienne que ce n'est pas le ton, que nous montons par autre chose que la détresse. Et il faudrait que ce soit entendu dans ces termes-là et que vivement les pouvoirs publics comprennent que quand nous allons vers un directeur général, quand nous allons vers un ministre, nous allons vers le chef de l'État en fait. Et nous savons que si jamais on rencontre le chef de l'État, on a une solution au problème qu'on a posé. Donc, quand on les a rencontrés, c'est le chef de l'État qui a été rencontré. Et nous souhaitons donc vivement que le ministre de la Santé prenne ce dossier comme on sait qu'il est capable de prendre ce dossier et de permettre à cette jeune fille de montrer qu'au Cameroun, même si on n'a pas toutes les infrastructures qu'il faut, il y a quand même un élan de solidarité. L'être humain est respecté, il est pris en charge, il est même au centre des politiques publiques. Je pense qu'aujourd'hui, cette jeune dame-là, il faudrait, je pense même que d'ici la fin de l'émission, il faudrait que Jean-Jacques Aumont ait tous les détails, toutes les informations, et que le ministre puisse donner au moins une instruction déjà de prise en charge ou d'accompagnement de ce cas. Il y a d'autres cas, moi j'ai envie de dire ici, présenter ici sur cette table le cas de ces mamans qui continuent d'être pour certaines gardées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé des frais, que le ministre de la Santé prenne pitié de ces personnes-là et qu'il y ait une subvention qui vienne résoudre ce problème. Je sors des frontières du Cameroun pour dire, parce que Info TV c'est quand même la chaîne internationale, dire notre sympathie à la Colombie, à le tremblement de terre qu'il y a eu, nous disons toute la sympathie de l'Afrique, nos condoléances à ceux-là qui ont perdu les membres de leur famille, et je reviens du côté de l'Europe. Les incendies s'arrêtent, repartent, s'arrêtent et repartent.
Nous souhaitons vraiment que toutes ces choses-là prennent fin. Mais c'est juste un message. C'est déjà important. L'humain doit se prendre un peu plus dans la simplicité de la vie. On se prend un peu trop la tête, on s'envole un peu, mais finalement, nous mourrons tous comme tous les autres. C'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui est solidaire, c'est l'Afrique qui pense aussi aux autres. Merci pour l'invitation. On est en solidarité également avec les populations du sud-ouest, hein, Voilà. toujours sous la menace des inondations de ce côté. Même l'ouest aujourd'hui, on devrait faire attention, justement en suivant attentivement les prévisions météo, les bulletins réguliers de l'Observatoire des changements climatiques, parce que les lendemains ne s'annoncent pas des plus bons en matière de climat. On pourrait encore connaître des intempéries, des pluies diluviennes. Justement, dans ce sens-là, il faudrait qu'on pense à tous les peuples du littoral, parce que vous avez le Grand Dollar lui-même qui connaît les mêmes problèmes d'inondation, et il faudrait que nos dirigeants prennent à bras le corps cette question de l'environnement. Voilà, parce que rien n'est épargné. Bon, poste central. Rien n'est épargné dans le grand littoral. Et il ne faudrait pas qu'on attende d'avoir des conséquences difficiles pour agir. C'est maintenant qu'il faut anticiper. Ce qu'il faut déguerpir, qu'on le déguerpisse. Automatiquement. Il n'y a pas de... Parce qu'on a quand même l'impression qu'on sait exactement qu'il y a les zones non constructibles, les flancs de montagne, les marécages, mais vous trouvez que les gens ont des permis de bâtir là-bas. Il ne faut pas que la tolérance administrative continue de faciliter la mort des Camerounais, j'ai envie de dire comme ça. Ouais. Donc ces mesures doivent être prises et voilà. L'excuse de la pauvreté, vraiment, on laisse qu'ils construisent là-bas parce que avoir le terrain ailleurs est beaucoup plus compliqué. Non, la loi doit être respectée. La loi doit être respectée, mais bon, elle appelle à plusieurs sens. Il faut que ces populations bougent, mais aussi que les pouvoirs publics prennent des mesures pour que ces populations, justement, ne soient pas jetées dans la rue. Ouais. Mais je prends le cas de la Colombie. Les maisons qui ont été dévastées, qui ont été détruites, le gouvernement prend des mesures immédiatement pour recaser les gens, subvenir aux premiers besoins et faciliter l'accès aux nouveaux logements. C'est vraiment toute une dynamique qu'il faudra mettre sur pied. Et je pense que nous avons au Cameroun la possibilité de le faire. D'accord. On va accueillir une lionne indomptable du journalisme tout à l'heure, parce qu'on parle des lions indomptables également, qui jouent tout à l'heure. Ouais. C'est à 21h. C'est 21h, c'est à 21h tout à l'heure. Les demi-finales. Les demi-finales face au Maroc. Lion indomptable contre les lions de l'Atlas. C'est une très belle affiche. Dans tous les cas, nos cœurs, nos prières accompagnent l'équipe nationale du Cameroun. Ces lions indomptables qui ont été braves jusqu'à présent. On espère qu'on va aller jusqu'au bout. Il y a eu des billets? L'affaire des billets en train parce que la fédération a bloqué les billets. On ne sait pas exactement ce qui se passe avec les billets, mais les Camerounais seront de tout cœur. Que nos filles gardent bien leurs serviettes. On sait en quoi. Allez, la lionne indomptable d'Info TV est là. Viviane Andrea, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à votre panel et bonsoir particulièrement au docteur Mbok. Ah, bonsoir. Bon. Bonsoir. Bon, en fait, elle est très forte, elle a anticipé. Parce que la dernière fois, c'est moi qui ai attaqué. Là, elle a anticipé. Bonsoir. C'est un retour, Jean-Jacques. Hein. On n'a pas le privilège de bénéficier de cette particularité. Sentez-vous salué par Ricochet, mes amis. Comme je suis toujours celui qui porte le sac du docteur Mbok, je considère que le bonsoir là va me trouver dans le Non, bonsoir à vous également. Bonsoir. Mais particulièrement, jusque-là, c'est toujours... Exceptionnellement. Exceptionnellement, particulièrement. Le club va mourir de faim avec le de sa Il faut avoir l'esprit du collectif. Voilà, vous êtes dans le sincèrement. On salue Dr Mbok, nous sommes des compatriotes, je suppose. Une fois qu'on a ça va, on est tous concernés. C'est un philosophe, je le comprends. C'est pareil. C'est un philosophe. Amis, c'est pareil. Mais mon frère, ton affaire est compliquée. Allez, un exercice compliqué mais rendu facile par votre talent. Voici la revue de ce soir, Viviane Andrea. Merci Jean-Jacques Zeu. Bonsoir une fois de plus à vous, très chers téléspectateurs, et bienvenue à ce nouveau rendez-vous consacré à l'actualité dans les journaux. Et pour ouvrir Info Matin, journal que gère Dieudonné Mveng, qui nous ramène justement du côté de Limbé, s'intéresse à la situation que vivent les populations après les importantes inondations enregistrées mercredi dernier. Le journal affiche à sa une inondation à Limbé, professeur Nalova Lionga au chevet des sinistrés. Selon Dieudonné Mveng,
Cette catastrophe a causé la mort de 3 personnes et occasionné d'importants dégâts matériels. La ministre des Enseignements secondaires s'est rendue dimanche 9 août dans le Falco, sa région d'origine, afin de rencontrer les populations touchées et leur témoigner sa solidarité. À Yaoundé, c'est un autre chantier qui va retenir l'attention de mutation que gère Georges-Alain Boyomo avec ce titre à Yaoundé, le lac à milliards. Le journal revient sur le projet d'aménagement de cet espace à vocation touristique et met en avant les interrogations liées à son financement et à son état d'avancement. Un nouvel emprunt de 4,12 milliards de francs CFA va permettre de financer des travaux complémentaires de la première phase, tandis que la deuxième phase du projet demeure encore en attente. Mutation questionne ainsi le rythme d'exécution et la gestion de cet important chantier. Et changement de décor ce soir avec Le Jour, le journal bleu que gère Aman Mana qui braque les projecteurs sur la créativité de la jeunesse universitaire. Le quotidien s'intéresse au salon du génie et talent de l'étudiant camerounais. Le GTEC, dans la 8e édition, s'est ouverte hier à Yaoundé. Le journal reprend le challenge lancé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, faire passer les inventions nées dans les campus du stade de prototype à celui de véritables produits made in Cameroun et certifiés et même susceptibles d'être commercialisés. Et cette actualité universitaire est également largement développée par Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana. Le quotidien met en avant le financement annoncé en faveur des jeunes talents. Génie de l'étudiant, on a des chiffres, 450 millions de francs en prime. Une enveloppe de 450 millions de francs CFA doit ainsi être injectée dans le fonds destiné à accompagner les jeunes porteurs de projets. À travers cette initiative, le gouvernement entend davantage stimuler l'innovation, la création d'entreprises et surtout l'entrepreneuriat estudiantin. Même rendez-vous dans l'étudiant, justement, qui titre Génie et talent de l'étudiant camerounais, 450 millions mobilisés. Le journal souligne la mobilisation autour de cette 8e édition du GTEC, qui réunit étudiants, responsables universitaires et pouvoirs publics. L'annonce du financement de 450 millions de francs CFA en faveur des jeunes entrepreneurs apparaît comme l'un des principaux faits marquants de la cérémonie d'ouverture. Après l'université, place aux enjeux politiques avec la nouvelle expression qui pose cette question en sa une. Cameroun, comment l'alternance est bloquée. La publication relaie notamment des propos du politologue Aristide Monod. Celui-ci estime que l'opposition devrait davantage construire ses propres espaces de confrontation et éviter de concentrer son action sur les terrains institutionnels qui, selon son analyse, profiteraient justement davantage au RDPC. La question de la stratégie et de l'efficacité de l'opposition reste donc au cœur de cette réflexion-là. Une problématique que plonge Expression politique, mais sous un autre angle. Le journal titre à son tour « Séjour de Paul Biya à l'étranger ». L'opposition affiche ses divergences. Les différentes sensibilités de l'opposition ne semblent pas avoir la même lecture de la situation actuelle au sommet de l'État. Faut-il continuer à faire du séjour du président Paul Biya à l'étranger le principal sujet de mobilisation, ou faut-il orienter le combat vers les échéances législatives et locales? Le journal met donc en évidence ces divergences d'approche qui pourraient peser sur la stratégie de l'opposition. Dans le camp du RDPC, l'heure est plutôt à la mobilisation. La République revient sur une rencontre organisée samedi dernier à Nangai Boko, dont la haute Sanaga et titre Nangai Boko, terreau du New Deal victorieux. Les responsables locaux et les forces vives du RDPC, de l'OF-RDPC et de l'OJ-RDPC se sont retrouvés pour réaffirmer leur soutien au président Paul Biya. Une motion a notamment été adoptée en sa faveur. Les participants ont également appelé, n'est-ce pas, à l'achèvement de la maison du parti et à réitérer leur opposition au discours identitaire et aux propos incitant à la haine. Et pendant ce temps, dans les familles, une autre préoccupation commence à monter, celle de la rentrée scolaire. Diapason va s'intéresser précisément à cette échéance avec ce titre. Année scolaire 2026-2027, la rentrée de tous les dangers. À quelques semaines justement de la reprise des cours annoncés pour le 7 septembre, le journal évoque quelques difficultés, des difficultés auxquelles pourraient être confrontées les familles, notamment la faiblesse du pouvoir d'achat et la hausse du coût de la vie. Dans ce contexte, Diapason estime que les décisions importantes devront être prises afin de favoriser une rentrée dans des conditions acceptables. Et nous restons dans les préoccupations du quotidien, mais cette fois-ci sur les routes précisément de la Damawa. Le quotidien rapporte la descente sur le terrain du ministre
ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, route dans la Damawa. Nganou Djoumessi met la pression. Peut-on lire à la une, le ministre a effectué une visite sur plusieurs axes, notamment à Mbé, Manan et sur le corridor Gaoundéré-Garoua. Le mot d'ordre, selon le journal, est clair, accélérer les travaux pour parvenir à leur livraison. La reconstruction de la section Gaoundéré-Pont de Kéroua a notamment repris à Mbé sur cet important axe reliant le Cameroun au Tchad. Et qui dit transport dit également transport aérien. Le quotidien de l'économie que gère Thierry Ekouti s'intéresse à la situation de la compagnie nationale Camerco. Le journal titre « Camerco paye cher l'immobilisation de 2 avions en Éthiopie ». 2 appareils de la compagnie sont mobilisés en Éthiopie depuis 2018 et continuent, d'après le quotidien, à avoir un impact sur les finances de Camerco. Cette situation relance une fois de plus le débat sur l'état et la disponibilité de la flotte de la compagnie aérienne nationale. Et cap à présent sur l'extrême nord avec l'œil du Sahel, le journal met l'accent sur une importante opération menée par les forces de sécurité à Ilie Alifa. Voilà, à sa une, à Ilie Alifa, 7412 munitions saisies par la gendarmerie. Cette saisie illustre une nouvelle fois l'ampleur des défis sécuritaires auxquels sont confrontées les populations de cette partie du pays et les opérations conduites par les forces de défense et de sécurité contre la circulation illicite des munitions. Et retour aux questions politique avec le messager qui revient sur l'absence prolongée du président de la République et qui affiche ce titre. Absence prolongée de Biya, et si Akeremouna avait raison. Le journal reprend une interrogation formulée en 2025 par l'ancien bâtonnier Akeremouna et met donc en perspective avec la situation actuelle. Paul Biya a quitté le Cameroun le 7 juin pour un séjour privé en Europe. Le messager s'interroge dès lors sur les implications politiques d'une absence prolongée du chef de l'État et sur les incertitudes que cette situation pourrait donc alimenter. Et comme à son habitude, le Popoli va traiter de cette actualité sur le registre de l'humour et de la caricature. Le journal affiche Pays cherche son président, silence, il travaille. Et c'est à travers une caricature mettant en scène Paul Biya à Genève et des allusions satiriques. Et en son absence, le Popoli va donc livrer sa propre lecture, voilà, de l'actualité présidentielle. Sans oublier celle qui se poursuit sur TikTok avec cette même tonalité humoristique. Et pour clore cette revue de la presse, le mérite nous conduit à Douala sur un tout autre registre. Le journal revient sur la 53e édition presbytériale Un col volant organisée autour du thème « S'épanouir dans la foi ». La rencontre a réuni plusieurs centaines de femmes rurales venues de différentes régions du pays. Au programme, des sessions consacrées au management, à l'entrepreneuriat et à l'assurance, mais également les échanges sur les problématiques familiales et sociales. Initiative saluée par Roland de Mimbang, présidente paroissiale de la paroisse EPC Gossen Douala, qui a également récompensé plusieurs participantes avec une 50aine de cadeaux destinés aux femmes méritantes. Une manière donc d'associer spiritualité, renforcement des capacités et surtout solidarité. Et voilà pour l'essentiel de la livraison de la presse de ce soir. Merci Jean-Jacques Zeu et merci à vous pour votre écoute. Merci Viviane Andrea, un grand bravo. En tout cas, on est d'accord là-dessus. Sans commenter. D'accord, merci, on se retrouve demain. Merci à vous. À demain. À demain. Pour une autre magnifique revue de presse, au lendemain, on l'espère, de la victoire de tes coéquipières. Oui, les Lyonnais, oui, nos sœurs. Forcément, c'est la victoire face au Vous avez un pronostic? Et si je me... Ok, on va essayer. Quel score? 2-0. 2-0. Ouais, 2-0. Voilà. D'accord, c'est noté. On prend le risque, 2-0. Mais je crois quand même qu'elles peuvent. 2-0. 2-0. N'est-ce pas, docteur? 2-1. 2-1. D'accord. 2-0. Je ne regarde pas les matchs de football. Ok. Incroyable. Les dames, Je ne regarde pas. allons supporter les dames. J'ai une compatriote qui est actuellement à l'hôpital, c'est le plus important pour moi. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ah non, On moi j'ai s'occupe pas le d'elle. temps. On s'occupe d'elle. Moi j'ai pas le temps. Allez, si on demandait à ses sœurs qui vont jouer de penser à elle pendant qu'elle joue, Voilà. peut-être lui dédier la victoire si Voilà. au bout de ces 90 minutes il y a victoire. Franck, pour pronostic? Voilà. Parce que... Ben, De façon franche. Il n'y a pas de long discours, vraiment. le Cameroun va va gagner. s'en Non, le Cameroun, Philosophe. je pense que le Cameroun va gagner. Tu penses? Faut être Tu es Franck, philosophe. avec vous, j'ai pas vraiment pris le temps
de voir les matchs. Donc, ce qui fait que j'ai pas une appréciation claire sur la prestation des Lions. Mais j'entends dire qu'elle se débrouille quand même. Donc, je pense que... Moi, j'ai vu les matchs, j'ai vu les filles jouer, et il faut les encourager. Franchement, c'est excellent ce qu'elles font. D'accord. Dans tous les cas, un match de demi-finale, on ne le joue pas, on le gagne. Voilà. On le gagne. Et on est au Maroc, c'est une terre qui nous a souvent porté bonheur à ce niveau de compétition. On espère que cette fois-ci, ça va passer. Ça devrait passer, ça va passer. On n'est plus positif maintenant, ça va passer comme c'est passé avec la revue de presse, comme lettre à la poste. On se retrouve demain. Merci Jean-Jacques Zeu et bonne suite d'émission à vous. La suite, ce sera justement la thématique centrale, mais avant cela, vous avez suivi attentivement la présentation des journaux, des grands titres dans les kiosques. Franck Masson, quel titre a retenu ton attention? Je vous assure que tous les titres, ou du moins presque tous les titres, sont intéressants. Ouais. Ce qui fait que j'ai de l'embarras. On va commencer par... Il y a un qui a particulièrement retenu mon attention, la question de la sécurité. Je pense que c'est l'œil du Sahel. L'œil du Sahel. L'œil du Sahel, avec ses plus de 7000 munitions. 7000 munitions. Vous savez, Jean-Jacques, il y a un dirigeant qui a dit, et si vous n'êtes pas capable de contrôler les ennemis intérieurs d'un pays, vous ne pouvez pas contrôler les ennemis extérieurs. Et qui sont dans le fond ces ennemis intérieurs? Déjà, ce sont des populations dépourvues d'une vision politique. Ces populations, à tout moment, peuvent se transformer en projectiles, du fait même des conditions auxquelles ces populations sont exposées. On a également des dirigeants dont les politiques, très souvent, n'aident pas à la sécurisation d'une nation. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de construire une théorie pour établir un lien entre l'éducation et la sécurité. Vous voyez, quand vous prenez un pays, par exemple, comme le Cameroun, le Cameroun partage une frontière d'approximativement 3581 km avec le Septentrion, c'est-à-dire les pays limitrophes du côté du Septentrion, la RCA, le Tchad et le Nigeria. Et vous savez vous-même que l'effectif de l'armée camerounaise ne serait pas en mesure de placer chaque soldat après 1 kilomètre de frontière. D'ailleurs, il n'y a aucun État dans le monde qui peut couvrir ces frontières comme ça, les pays limitrophes. C'est justement la raison pour laquelle on doit développer d'autres stratégies en fait de sécurité. Voyez-vous, ça traduit le fait que nos frontières sont poreuses, perméables, puisque ces munitions, je dirais, ça ne tombe pas du ciel. Que c'est parce que les frontières sont poreuses ou perméables. Bien entendu. Ça ne pas cette belle action qui est menée. Les munitions, si c'était aussi perméable, les actions, ces armes, ces munitions se seraient retrouvées. Les belles actions n'excluent pas les limites en fait auxquelles nos armées peuvent être exposées, peuvent être confrontées. Puisque la situation d'insécurité auquel nous faisons face, c'est vis-à-vis, moi je le dis sans faire langue de bois, des nations beaucoup plus stratégiques, des nations impérialistes. Et on connaît très bien l'efficacité en termes d'organisation de ces armées des pays dits entre guillemets puissants. Donc ce qui revient à dire que pour sécuriser un État, un pays, il y a un lien avec la gouvernance. Quand vous avez un État qui est bien gouverné, vous réussissez à converger toutes les populations vers un idéal collectif. Cette population elle-même constitue en soi une source de protection pour la nation. Je suis certain à 100%, voire 200%, que là, dans la région du Septentrion, il y a là certaines populations camerounaises qui collaborent avec même des terroristes, qui collaborent avec ces bandes qui sont organisées par les nations impériales, avec la complicité même de certains responsables de cette nation. Mais on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur la fragilité, sur l'ignorance et sur l'inconscience de certaines populations. Bien sûr. Exactement cela. Bien sûr, ça fait partie, de toutes les façons, ça fait partie des causes qui expliquent en fait la question de l'insécurité du côté du Nord. J'ai envie de citer les exemples dans le monde où certains pays qui pourraient être considérés comme ayant une meilleure gouvernance, qui connaissent également des cas d'insécurité, surtout les attaques terroristes. Mais ça n'exclut pas, de bonne ou mauvaise gouvernance. Non, mais ça n'exclut pas ce côté-là. La cause peut être la bonne gouvernance. Ailleurs, s'il y a de l'insécurité, ça ne serait forcément pas justement la question de la gouvernance. Donc, ça n'exclut pas en fait le volet que je suis en train d'aborder. Vous voyez, vous ne pouvez pas, Jean-Jacques, au jour d'aujourd'hui, entrer dans un pays comme la France
ou alors les États-Unis ou la Russie, voire même la Chine, et instrumentaliser aussi facilement une population contre l'intérêt de l'État. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que l'État s'est organisé à créer une relation de confiance entre ces populations et lui. Vous voyez, moi, je serais pas favorable comme vous sur la question. Dans tous les cas, j'ai regardé un magnifique documentaire sur PRC TV. En zappant, je suis tombé sur PRC TV. On montrait le déploiement du BIR, de nuit comme de jour, comment les opérations sont menées, parfois dans l'obscurité. J'ai dit, waouh, il y a quand même des choses qu'il faut regarder. C'est à saluer, mais ça n'exclut pas les limites. Il faut regarder, non, je n'ai pas parlé de... Il y a des limites partout. Il faut regarder un peu comment ces gens travaillent au quotidien, de nuit comme de jour, face à des dangers masqués, parce qu'il y a la grosse difficulté là-bas avec l'enclavement, avec ceci ou cela, mais ils se battent pour et les populations doivent dormir et de bavarder sur le plateau. Les populations doivent donc accompagner. Il y a eu cette synergie. J'ai même vu dans ce documentaire où les gens se sont déployés alors que c'était une fausse alerte, mais ils sont arrivés. Alors, moi je crois qu'il faut magnifier le diptyque armée-nation, qui est déjà une dynamique qui est mise sur pied, qui est bien entendue par les citoyens, parce que oui, les Camerounais savent qu'ils doivent participer à la protection nationale. Je rejoins Franck Manson sur le volet d'une volonté politique et d'une gouvernance, j'ai envie de dire, d'appoint. Vous voyez que dans la sécurité, c'est fait de manière voulue, c'est pensé, c'est organisé. C'est pour ça qu'on a un cas comme le BI, qui est une unité qui a été créée à dessein et qui remplit parfaitement ses missions comme les autres corps. Donc il y a un suivi qui est fait et ça montre que notre gouvernance peut donc, de manière transversale, l'amener dans cette gestion de la vie au quotidien qui règle le problème de la confiance. Parce que Jean-Jacques, il y a un problème fondamental, c'est que les populations, il y a une réelle crise de confiance entre les populations et les gouvernants. Et le seul moyen de résoudre la crise de confiance, c'est de commencer à annoncer les choses qu'on va faire. Donc éviter les discours vaseux, les discours nuageux, mais de dire une seule chose et de faire même 5 choses. Ça ramène la confiance. D'accord, on était sur plus de 7000 munitions. Oui, mais justement, je n'ai plus que les chiffres. Hein. Moi, je n'ai plus que les chiffres. Parce que cette situation de munitions rappelle justement le danger qui regarde tous les Camerounais, mais interpelle également tous les Camerounais à bien entendre que la sécurité, ce n'est pas qu'une affaire de l'armée, c'est une affaire de nous tous. C'est là que je rejoins Franck Manson. Premier chiffre que j'ai retenu, c'est les 3 morts du Sud-Ouest. Vous avez bien fait de rappeler cette actualité. C'est toute la zone côtière qui souffre d'une absence de prévenance, de projection dans la dynamique pour anticiper un ensemble de problèmes que nous vivons aujourd'hui. Ces 3 morts, nous souhaitons que dans 10 ans, qu'on ne parle plus de 3 morts, qu'il n'y ait que peut-être des dégâts matériels, mais que les vies soient protégées. Mais pour cela, il faut prendre des mesures maintenant. On ajoutera également, pour ne pas rester seulement dans le littoral, le lac de Maga, où on a vu des sérieuses menaces d'inondation. Si les pluies, on ne va pas dire qu'on va les stopper le lendemain, mais il y a des mesures qu'il faut prendre de façon quotidienne, parce qu'il y a quand même encore les mauvais esprits, les aventuriers qui vont de ce côté-là avec des engins très lourds qui commencent à affaiblir la digue qui a déjà de la peine à tenir. Oui, mais Jean-Jacques, vous voyez, c'est ça qui est énervant, parce que les mesures qui sont proposées à nos gouvernants pour résoudre fondamentalement ce problème ne sont pas prises en compte. Et ce qui fait donc que tout ce qu'on peut mettre sur la table aujourd'hui en termes de matériaux lourds et tout ce qui vient fatiguer la digue n'est que la conséquence de l'absence politique en avant. Nous suggérons fortement que nos dirigeants écoutent parfois ce que la société civile et les experts leur proposent. Un autre chiffre, c'est... Là, j'ai un peu le tourné, parce que j'ai essayé de faire la comparaison entre le loisir, le lac, et le financement de la tech. Le lac, pour cette phase, le nouveau financement, c'est 4 milliards. Pour cette phase. Et le financement des projets des jeunes talents et génies des universités, c'est 450 millions. 450 millions, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que vous voyez comment le plaisir, la joie, l'ambiance prend le pas sur ce qui devrait être même l'essence d'une nation. Comment on peut financer la jeunesse, l'intelligentsia à 400 millions? On va financer un pan de loisirs à 4 milliards. Ça veut dire que ce n'est qu'une phase. Hein? Voilà, avec ce lac,
on va se retrouver à pratiquement 15 milliards. Et finalement, si ce n'est que pour venir rire et danser, moi j'ai un gros problème avec ça. Vous voyez donc que la crise de confiance, elle est là. Parce que pour les jeunes, quand vous leur dites, on finance vos recherches, vous mettez sur la table 400 millions, et ils entendent que vous êtes en train de nettoyer le lac, en train de construire quelque chose qu'on ne voit même pas, auquel on n'aura pas forcément accès à des milliards. À des milliards, on se pose quand même des questions, et c'est des choses qu'il faut corriger aujourd'hui pour qu'on ne se retrouve plus à balbutier, parce que ça fait mal de ce que les chiffres eux-mêmes parlent. À vous écouter, on n'a pas à jubiler de ces 450 millions. C'est la 8e édition. On pourrait se demander, les premiers financements ont servi à quoi? Est-ce qu'on a vu un jeune qui a bénéficié de ce financement et qui opère quelque part aujourd'hui? L'absence de communication crée la suspicion. Ouais. Et c'est dans ça que nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que je vais vous surprendre. C'est vous qui m'informez là que nous sommes à la 8e édition. Je peux faire être honnête avec vous, je ne savais pas. De ce salon de vous voyez talent donc génie estudiantin. Le génie estudiantin qui devrait être même un instrument qui fait partie du discours du chef de l'État, ouais, qui fait l'objet d'un accompagnement, mais dans une vision, parce qu'on finance un produit fini à la clé. Donc, est-ce qu'on accompagne ces jeunes pour le cosmétique, ou alors on les accompagne pour, à la clé, résoudre un problème de notre consommation locale, par exemple? C'est tout ça qu'on dit. On parle beaucoup de Made in Cameroun. Voilà, on a un problème de gouvernance à ce niveau, parce que quand c'est un peu ce qui s'est passé avec Maître Jean Guizoko tout à l'heure, il vous dit le ras-le-bol par rapport au cas de l'enfant. Il le dit avec son ton, parce qu'il en a marre. Il en a parlé plusieurs fois. Et certains qui nous prendront la première fois vont dire, voilà comment les opposants parlent. Pourtant non, ils en parlent tout le temps, personne n'écoute, on va refuser de prendre le fond du message, on voudra chercher le ton. Nous disons ici, la campagne est finie, je prends toute la peine de le dire, la campagne est finie, nous sommes dans un pays qui est gouverné avec un chef qui est censé amener les Camerounais à un point X. Et pour les amener, la façon de faire actuelle est désuète. Il faut qu'il la change. Et je ne prends que ces chiffres-là pour vous montrer combien le déphasage est grand et qu'il faut renverser les choses. Jean-Jacques, si on met 4 milliards à la disposition de l'intelligence jeune, je vous promets qu'à la clé, on ne sort pas que des documents, mais on sort des produits qui finissent par réduire les importations. Parce que c'est ça la dynamique en fait. On ne finance pas l'intelligence juste pour financer, mais on la finance pour résoudre un problème à la clé. Si le problème n'est pas résolu, ça sert donc à quoi? Bon, comme eux n'ont pas l'intention de résoudre un problème, et là je leur fais un procès d'intention, ils n'ont pas l'intention de résoudre un problème, c'est pour ça qu'on met une si petite somme, juste pour remplir de formalités. D'accord, pour que ça ne reste pas simplement une affaire de foi. Oui, vraiment le dernier. On a parlé de munitions. 7412 munitions. Le chiffre est clair. Notre recensement, on en est où? Maître Jean Guizoko, quel sujet? Je maintiens au bas de l'écran ce focus parce que c'est le sujet le plus évoqué par la presse, les 450 millions pour soutenir le génie estudiantin. Vous avez quel titre qui a retenu votre attention, maître? Vous savez, si vous voulez détruire une nation, il faut détruire la capacité de sa jeunesse à penser. Le titre qui m'a reçu, qui m'a, je dirais pas marqué, qui m'a donné des aigreurs d'estomac, c'est les 4 milliards d'une, je ne sais pas moi, d'une des phases de l'aménagement du lac municipal. De fabrication, de construction, de drainage, on n'en sait rien du lac municipal. Mon grand-père, Zogateba Lumari, père son âme, aimait souvent me dire que meurt rapidement de faim ceux qui, alors qu'ils n'ont rien à manger chez eux, se complaisent à déblatérer des odeurs qui sortent de la cuisine du voisin. Vous vous demandez comment est-ce que nous en sommes arrivés à avoir une société orgiaque où les seules choses qui préoccupent les gens sont le plaisir, la satisfaction des besoins libidineux. C'est parce qu'on a construit ça. Oui, on a construit ça. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire. Les enseignants se plaignent. Il y a des salles de classe qui sont en lambeaux. Il y a même des écoles ici à Yaoundé, là à Messassi, derrière la station service Total Messassi. Il y a une école qui ne correspond pas aux normes, mais qui fonctionne. C'est maintenant qu'on doit voir quelles sont les écoles qui fonctionnent, qui remplissent les normes pour pouvoir ouvrir à la rentrée scolaire. Il y a les enfants qui sont sortis des examens. Normalement, on devrait avoir des mesures d'accompagnement, notamment pour ceux
qui n'ont pas été reçus aux examens, et même pour ceux qui ont été reçus aux examens. Pendant ce temps, on vous dit qu'on a sorti 400 millions pour l'intelligentsia estudiantine. Quelle intelligentsia? Les enseignants vous disent qu'ils n'ont pas reçu leur prime d'au moins un trimestre ou un semestre. C'est-à-dire qu'on a détruit le système éducatif, on a clochardé le système sanitaire, on a carnassé le système judiciaire et on exalte le plaisir. C'est pour ça que les jeunes Camerounais trouvent facilement de l'argent pour accéder aux sites pornographiques, mais n'en trouvent pas pour aller dans une librairie acheter un livre écrit par un Camerounais ou un Africain. On s'intéresse uniquement à ce qui est lié au sexe, à la boisson, à la drogue et au plaisir. Et c'est assez choquant parce que lorsque vous allez dans un hôpital aujourd'hui, si vous avez une... Bon, moi, je peux encore... Nous ne parlons pas de nous parce qu'on va vite nous reconnaître. Mais quand un kidam arrive à l'hôpital, il achète même le gant. Vous avez une blessure, on voit votre blessure là. On vous prend des paramètres et on vous demande d'acheter le coton-tige. On demande d'acheter l'alcool, les gants. Vous devez tout... L'hôpital est simplement une boutique où vous arrivez comme un patient et vous devez tout acheter. Pendant ce temps, on vous dit, nous on passe là tous les jours. Le machin qui est là derrière le ministère de la fonction publique, vous dites qu'on met 15 milliards sur ça. 15 milliards. Moi, de mémoire de journaliste, hein, je me souviens avoir plusieurs fois traité de ce sujet. Oui, accord de financement à gauche, non, accord de financement de prêt à droite. C'est Plusieurs révoltant. ministres ont été, par décret présidentiel, autorisés à aller prendre de l'argent pour ceux C'est municipaux. Je vais révoltant. plus loin, maître. On parlait d'un hôtel, je crois, 5 étoiles. 5 étoiles. Il y a une maquette là-bas. C'est révoltant. Oui. En quoi un hôtel 5 étoiles, là au lac, améliore les conditions de vie des Camerounais quand on sait qu'on a une autoroute qui aurait dû être Douala-Yaoundé, mais qui aujourd'hui, je sais pas, en Colbison et à 11 km de Boumiebel, qui ne sert à rien. L'autoroute là ne sert à rien. On aurait même plutôt fait Douala, Edea par exemple, que ça aurait servi à quelque chose. On s'arrêtait même là. Oui. Mais là, les gens sont partis enterrer notre argent en brosse. 7 heures pour Vous avez Mekin qui a bouffé plus de 30 milliards, mais qui ne remplit pas les objectifs. Et on vous dit qu'on cherche de l'argent pour mettre à Mekin. Vous voulez que les gens ne soient pas révoltés. Moi, je vous dis, ceux qui nous dirigent, ils ne gouvernent pas. Ça, parce que c'est que gouverner. À la rigueur, ils administrent. Il faut qu'ils sachent qu'il arrive un moment où quand vous tirez sur une corde, aussi élastique puisse-t-elle être, elle va rompre. Elle va rompre. Et nous n'inventons pas le fil à couper le beurre au Cameroun. D'accord. D'accord. Les gens passent le temps à déblatérer de l'absence du chef de l'État. Ce n'est pas ça le débat. Ouais. Lorsque le politologue Paul-Stéphane Menunga jette un pavé dans la mare lundi, en démontrant qu'il y a un vide législatif, sa saisine du Conseil constitutionnel peut-être, on va dire, elle ne correspond pas au nombre de saisines du Conseil, mais c'est un symbole. Ça vous montre que les gens croient que nous sommes encore en 1960, C'est ça. où ils prenaient des lois comme ça là qui ne ressemblaient à rien, généraient un imbroglio législatif et juridique. Il n'y avait personne pour venir leur donner la répartie. Aujourd'hui, on va leur faire perdre le sommet. D'accord. Allez. Parce que je vais vous garantir une chose. J'ai entamé la liste de l'ensemble des lois camerounaises qui sont anticonstitutionnelles. D'ici 2 semaines, nous allons vous sortir ça. On sera très ravis de parcourir cela. D'ailleurs, on aurait dû avoir Paul-Stéphane Moudouga qui a été empêché dernière minute. Il viendra nous parler de cette démarche pour démontrer justement qu'il y a des dangereux vides juridiques relativement à la gestion du pouvoir central au pays. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, et à ton riche panel. Nous sommes très sidérés. C'est même une moquerie. 450 millions pour soutenir le génie estudiantin. Comment comprendre qu'il n'y a ni connexion Internet, ni laboratoire? De qui se moque-t-on? Plus d'une vingtaine d'années en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Nos universités ressemblent vraiment à quoi? Merci Antoine depuis Yaoundé pour cette contribution. Je souhaite que vous passiez mon contact à Maître Jean Guizogo. Il faut avoir on paye, non? Quand on a le contact, il y a les frais. D'accord, allez, on va le faire, même si vous n'avez pas donné votre nom à Dr Bilon de Jean. C'est clair. Pour le problème de santé qu'il a posé en début d'émission, là, ça devient important, docteur. Bilon de Jean, ça va être fait immanquablement. Parce que, voilà, ça commence à susciter de l'intérêt. Merci, docteur. Merci. Bonsoir Jean-Jacques, la panthère noire.
Ça va aller. Et panthère qui est une autre couleur. Oui, il y a celle qui est achetée. La panthère rose qu'on voit sur les dessins animés. Je ne te souhaite pas, parce qu'on sait ce que signifie la panthère rose. Panthère noire concernant. Il vaut mieux être la panthère noire. D'accord, merci, Marcel Thomas. Panthère noire. Ouais. Alors, concernant la thématique centrale, il n'y a rien d'officiel. Donc, pour moi, difficile d'avoir une opinion dans les données réelles de l'exploitation de ce monsieur. À vous parler du fameux vice-président Sichom. Je vous donne dans l'information, il a connu les chefs d'accusation, vous les avez suivis également. On va entrer dans le débat, le temps de prendre le temps qui est consacré à Plante de Vie, notre partenaire fidèle. Les Makouma, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Nous sommes encore là cet après-midi pour parler de santé et la santé qui fait du bien aux Camerounais et qui ne les fait pas de mal. Le produit ce soir, c'est le produit King Tapé Tapé, ce produit-là qui donne du tonus aux hommes là qui sont fatigués, qui ont des problèmes de troubles érectiles, des problèmes de faiblesse sexuelle et parfois même des problèmes de manque d'appétit sexuel du fait qu'ils soient stressés, ils soient fatigués, ils soient victimes des maladies en tout genre. Le produit King Tapé Tapé... Appétit sexuel. Oui, l'appétit sexuel. Oui, d'accord. Il y a beaucoup de personnes là qui n'ont pas l'appétit sexuel, que ce soit l'homme ou la femme, c'est-à-dire qu'il peut même... il est comme ça. Il peut avoir même l'idée d'avoir un rapport sexuel, mais il n'y a pas l'envie, l'appétit n'est pas là, c'est-à-dire que... Trop de problèmes. Oui, trop de problèmes. C'est pourquoi on parle de stress. On parle de stress. Tu l'as sexuel. D'accord. Et c'est l'un des premiers ennemis de l'homme, c'est-à-dire le stress permanent est le premier ennemi de l'homme au niveau de sa vie sexuelle. Il y a beaucoup d'hommes là qui ne sont pas faibles sexuellement, mais qui sont stressés de manière permanente. Et à côté, on vient encore ajouter les problèmes de consommation, c'est-à-dire on va consommer beaucoup sucré, on va consommer beaucoup salé, on va consommer gras. Alors ça va davantage nous entraîner dans ces problèmes de troubles érectiles. Et faut heureusement, Plante de Vie a pensé à toutes ces personnes-là que nous avons mis le produit King Tapé Tapé sur le marché, ce produit-là qui vient donc renforcer la libido de ces hommes-là qui ont ces problèmes de troubles érectiles, les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et même les problèmes de reprise de l'âne. Quand on parle de reprise de l'âne, c'est-à-dire que monsieur peut avoir un rapport sexuel aujourd'hui, pour qu'il ait encore une érection, il va falloir attendre peut-être 1 ou 2 jours, parfois même une semaine plus tard, pour que le monsieur ait encore une érection à nouveau. Or, le produit King Tapé Tapé va venir donc vous renforcer ça de manière naturelle. Et ces hommes-là qui se réveillent le matin, au petit matin, qui n'ont pas l'érection matinale, on vous dit, cher monsieur, nous avons la solution au problème. Et quand on a parlé de stress, il y a beaucoup d'hommes là aujourd'hui qui se réveillent le matin entre 4 et 6 heures et n'ont pas l'érection matinale. On vous dit, cher monsieur, désormais nous avons la solution à vos problèmes de troubles érectiles. Et les femmes là qui ont des problèmes de sécheresse vaginale, frigidité, absence de désir sexuel, le King Tapé Tapé vous concerne aussi. Et à côté, on n'a pas que le King Tapé Tapé, je suis venu avec cet après-midi le produit Rhumatox. Ce produit-là qui permet donc aux personnes qui sont victimes d'arthrose, de nerfs sciatiques, de rhumatisme et même de la goutte, de pouvoir dire adieu aux différentes douleurs dont elles sont victimes à la maison. Des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, le produit Rhumatox renforce les os, renforce le cartilage et renforce le système immunitaire. Parce qu'il faudrait le dire, une fois qu'on a atteint un certain âge, de manière naturelle, l'individu commence, le système immunitaire commence à s'affaiblir chez l'individu. Il va donc constater qu'il aura parfois des courbatures, parfois des fatigues inexpliquées, tout simplement parce que son système immunitaire est en train de s'affaiblir. Fort heureusement, le produit Rhumatox vient donc renforcer ça de manière efficace et de manière efficiente. Même les personnes qui ont eu par le passé un accident et qui ont eu des fractures et que depuis lors elles ressentent des douleurs, on dit à ces personnes à prendre le produit Rhumatox. Le Rhumatox, ce n'est pas un baume qu'il faut appliquer sur les parties où vous ressentez des douleurs. Non, c'est un produit qui est buvable. C'est-à-dire le patient va simplement ouvrir la boîte dont je tiens en main. Il va puiser une cuillère à café du dit produit. Il va mettre dans une bouteille de 1 litre d'eau et demi qu'il va boire un verre matin, un verre le soir. Une fois que la bouteille est finie, il va renouveler le processus et ça va jouer ça va régler le problème. Même des personnes qui ont parfois des palpitations, parfois des problèmes d'insuffisance cardiaque, on leur demande de prendre le produit Rhumatox. Le Rhumatox concerne tout le monde. Et même les parents là, qui ont des enfants drépanocytaires à la maison, ils vont prendre ce produit
qui va alléger et soulager des douleurs dont sont victimes ces enfants drépanocytaires. Et je le dis encore, je n'ai pas dit que le produit rhumatose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que non. Donc, tu as dit à la télé que le rhumatose soigne la drépanocytose. Non, je n'ai pas dit ça. Le rhumatose soulage des douleurs dont sont victimes des personnes victimes de la drépanocytose. Je pense que nous sommes assez clairs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que non, tu as dit que ça soigne la drépanocytose. Non, ça ne soigne pas. Ça calme et ça soulage des douleurs dont sont victimes ces enfants-là au quotidien. Alors, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas du petit écran. Yaoundé, nous sommes en Kolndongo, Carrefour Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem, c'est-à-dire entre la pharmacie d'Aquanor et l'ancien hôtel Madiba. Nous sommes au niveau même, nous sommes à l'enceinte même de l'église Salem. Nous travaillons tous les jours de lundi à lundi, même les jours fériés. Chers Camerounais, nous devons tous vivre en bonne santé et ne stressons pas pour ces gens-là. Merci beaucoup, les Makoma. Vous passez un peu le petit sachet là. Non, le petit sachet, je vais donner d'abord à mon voisin de gauche. Je réponds aux questions des gens. Je vais aussi répondre. Est-ce que c'est efficace? Moi, je sais, il faut quand même que j'ai des réponses plus sûres. Est-ce que tu sais que Jean-Jacques, quand je donne comme ça à ton panel, j'ai les problèmes avec mes patients dans mes différents cabinets, parce qu'on dit que non, j'ai fait la discrimination, la combine, c'est-à-dire que je donne seulement aux gens dont je suis avec eux à la télé, mais quand j'arrive, ils ne bénéficient pas. Non. D'accord. À la prochaine émission, je vous demanderai quel est le résultat. Vous êtes prêts à... Ils vont nous dire comment non, vous êtes prêts à témoigner? Le king est facile à consommer, donc ça dit que le patient va prendre ça, il va diviser en deux. C'est le king tapé. Je mesure ça en deux parties. Et cela, c'est le gros sachet qu'on divise en deux. On prend une cuillère, on prend la moitié de ça qu'on va mettre soit dans un verre d'eau simple, on va boire, ou bien dans une tasse de thé, ou bien une tasse de café, ou bien dans un verre de whisky, ou bien de vin. Donc, c'est avant le match ou alors... Non, ce n'est pas un aphrodisiaque. Tu peux le prendre maintenant, et puis quand l'heure du match arrive, tu livres ton match sans problème. Très important. Donc, ce n'est pas un aphrodisiaque, encore moins un excitant. D'accord. Vous pouvez le prendre maintenant, ou bien le matin en sortant pour le boulot, et le soir quand vous rentrez, vous livrez votre match sans problème. Très bien. Mais Jazé, tu dois nous partager ça. Je ne pense pas que tu as besoin de ça. Il n'y a pas de risque d'overdose. Ce monsieur a plus profond que ça. Oui, c'est efficace. Ce monsieur a un peu plus. Merci beaucoup. Utilise d'abord ce qu'on a dit. Utilise d'abord ce qu'on t'a donné là. Quand tu reviendras, tu me diras le résultat après le match. Comme ça, c'est pas avant le match. Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel. Cela ne donnera rien tant que les eaux qui y entrent, on parle du lac municipal, en amont, ces eaux ne sont pas traitées. Le lac sera pollué par ces eaux souillées et qui provoqueront le dépôt des matières organiques, et la jacinthe d'eau douce poussera de ce côté sur ces matières premières-là, et le cycle va recommencer avec envahissement et autres. C'est Paul depuis Colbisson qui envoie ce message concernant l'aménagement du lac municipal. Bonsoir. Le panel l'État vient de nous démontrer que la jeunesse ne compte pas pour lui, tout comme notre invité qui vient de parler de plantes de filles. Comment dans un pays en construction, des gens mettent la primeur sur le grossissement de Joseph de Yaoundé, qui dit que vraiment nos projets sont assez compliqués dans notre pays. Bonsoir à ton riche panel. Surtout à ma star, maître Jean-Guy Zogo. Vraiment, je l'ai toujours dit, nos dirigeants n'ont aucune envie de développer ce pays. Mettre autant d'argent dans le lac, et quand il le dit, quand il dit le lac, vous imaginez un peu à quoi c'est littéralement cela. On verse l'argent dans le lac. D'accord, mettre autant d'argent dans le lac et le farfelu projet estudiantin quand l'autoroute piétine, qu'on n'a pas encore payé les simples corrections du BEPC, que Socadel continue d'entretenir la peur dans beaucoup de foyers, que l'insécurité monte, etc. Je m'arrête d'abord là. Guy Sylvestre Nzima, admirateur du maître Jean-Guy Zogo. Depuis ça, vraiment, on va s'arrêter là pour aborder notre thématique concernant justement cette affaire de vrai-faux décret. Il y a eu une évolution
le concerné qui avait été interpellé, Joanne Sitchom, a été placé, comment on dit techniquement Il a été mis en détention provisoire. Mis en détention provisoire du côté de Kondengui. C'est une affaire classée, c'est un fait divers. Ça fait 2 mois quand même que le fait a été enregistré. Jean-Jacques Zé, lorsque vous m'avez envoyé la thématique, la question affaire classée m'a amené à avoir 2 approches, 2 angles de lecture. D'abord, une approche technique, juridique. Parce qu'affaire classée, ça laisse penser à un classement sans suite. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais lorsque vous voulez saisir le juge pénal, parce que vous estimez qu'une infraction a été commise peut-être à votre encontre, vous pouvez saisir le procureur de la République par une dénonciation, une simple dénonciation, ou une plainte que vous pouvez déposer soit directement au parquet, et lui, il va instruire à des officiers de police judiciaire de mener une enquête et de lui rendre compte à travers le renseignement judiciaire. Soit vous saisissez l'OPJ qui mène son enquête préliminaire et communique les résultats, les conclusions au procureur de la République. Celui-ci a 2 options. La première, c'est de classer l'affaire sans suite quand il estime que les éléments ne sont pas suffisamment réunis pour engager les poursuites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle vulgairement le procureur de la République et son pendant militaire, le commissaire du gouvernement, le juge de l'opportunité des poursuites. Parce que l'affaire est gérée par le tribunal militaire. Voilà, le juge de l'opportunité des poursuites. C'est la même chose pour les deux. Le code de procédure pénale est le même pour tout le monde. C'est un code de justice militaire, mais la procédure pénale est la même pour tout le monde. La deuxième option que le procureur a, c'est celle de poursuivre, justement. Il peut vous poursuivre en liberté, il vous inculpe libre, comme il peut vous mettre en détention provisoire. Vous avez aussi la possibilité, lorsque vous ne voulez pas passer par le parquet, mais vous voulez toujours saisir le juge pénal, vous pouvez saisir le juge pénal par une citation directe des particuliers. Vous allez à la rencontre d'un huissier de justice qui monte la dite citation, mais ça concerne uniquement les affaires en matière correctionnelle. En matière criminelle, vous devez saisir directement le juge d'instruction, qui peut aussi être saisi par le procureur de la République lorsqu'il estime qu'un mineur est concerné, ou alors l'affaire est d'une certaine complexité, il fait un réquisitoire introductif d'instance et il saisit le juge d'instruction. J'établis ceci pour qu'on comprenne, quand on dit affaire classée, la personne qui est habilitée à classer une affaire, c'est-à-dire à classer sans suite une affaire parce qu'il estime que la poursuite est inopportune, c'est le procureur de la République, son commissaire du gouvernement. Maintenant, le deuxième axe, c'est affaire classée dans le sens de, comme il a maintenant été mis en détention provisoire, et que l'affaire a fait le buzz, est-ce qu'elle va maintenant rentrer aux oubliettes? Là, dans ce deuxième axe, je dirais qu'elle n'a aucune chance de rentrer aux oubliettes. Pourquoi? Parce que d'abord, l'affaire est suffisamment grave. Ce n'est que dans d'autres pays qu'une affaire pareille peut être reléguée au rang de fait divers. Parce qu'on n'en parle plus. Il y a un individu, encore, que la prison... C'est pour ça que ce matin, j'ai pris la peine, lorsque vous m'avez envoyé la thématique, de prendre un extrait de l'éditorial du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui est paru dans Justice et Choix numéro 26 de novembre 2024, où il parlait de cette question de la gestion de la rumeur et des atermoiements de l'opinion publique qui tend à transformer la présomption d'innocence en présomption de culpabilité. Moi, je ne sais pas si c'est l'individu en question qui a été celui qui est effectivement allé prétendre déposer des correspondances de cette nature à la CRTV. Moi, je n'en sais rien. J'attends que le juge pénal se prononce. Cependant, je voudrais appuyer, insister sur la gravité du geste. Parce que j'ai toujours dénoncé ici la cacophonie et l'obscurantisme, la désuétude qui innerve la manière dont le palais de l'unité communique. Partout ailleurs, il y a quelqu'un qui est en charge de la communication du président de la République. J'estime que le ministre directeur du cabinet civil a déjà suffisamment à faire. Il ne peut pas être au contact de la presse chaque semaine. Or, en petit, on doit avoir un speaker, un type qui se lève le matin, respire, mange, communication du chef de l'État, et qui permet aux journalistes camerounais de pouvoir relayer à l'opinion publique. Parce que vous savez que... Je l'ai vu, Ahmed, je vous coupe pas, lors d'un passage, un stage en Chine. Voilà. C'est à 17h que le Parti communiste donne son point de vue sur les grandes questions d'actualité nationale ou internationale. Effectivement. Tous les 17h, il y a quelqu'un qui porte la voix. Voilà. Ça veut dire que nous avons la possibilité au Cameroun d'avoir un monsieur ou une dame, un compatriote, porte-parole du palais de l'unité. Son travail... Je vous suis pas.
la réorganisation de la présidence 2011, le décret 2011, l'organisation des services de la présidence, secrétaire général et le cabinet civil, stipule clairement que le porte-parole du chef de l'État, c'est le directeur du cabinet civil. Directeur du cabinet civil. Oui. Maintenant, dans la dynamique de la communication présidentielle, il y a un directeur ou un conseiller technique qui est désigné pour porter la parole chaque fois que de besoin est. C'est clairement stipulé. Il est porte-parole quand il le faut. C'est dans les textes. Juste, mais une fois de plus, alors, est-ce que ce n'est pas pourvu? Jusque-là, Jean-Jacques Zé. Maître, allez-y. Ce que le docteur Mbok rappelle là, c'est effectivement ce que le décret dit. Voilà. Sauf que là encore, j'estime que on a fait dans la gesticulation institutionnelle. Je dis qu'on doit avoir un monsieur ou une dame porte-parole du palais de l'unité. Parce qu'il y a une c'est connu. Voilà. Parce qu'il y a une incongruité. C'est connu. Il y a une incongruité qui, moi, m'a choqué en tant que panafricaniste authentique. C'est de voir le ministre de la communication du Cameroun, qui travaille avec notre argent, qui est le président du conseil d'administration de la CRTV, qui fonctionne avec notre argent, et qui veut rassurer l'opinion publique nationale. Parce que international ne nous intéresse pas. C'est d'abord le Cameroun qui doit l'intéresser. Oui. Lui, il va donner une interview sur cette situation à Radio France Internationale. Si ce n'est pas insulter le peuple camerounais, je ne sais pas comment on appelle ça. On doit avoir un porte-parole du Palais de l'Unité qui, en communion avec l'ensemble des entreprises de presse et de communication du Cameroun, audiovisuel du Cameroun, a un agenda de communication sur les activités du Palais de l'Unité. Ça ne concerne pas seulement le chef de l'État. Ça peut concerner le directeur du cabinet civil, ça peut concerner le secrétaire général de la présidence de la République. Bref, à travers lui, le Palais de l'Unité va communiquer. Et puisqu'il sera en contact permanent avec les organes de presse Cameroun, ce sont plutôt les étrangers comme les RFIO dont on parle qui doivent venir prendre cette information chez vous. Voilà quand on veut gouverner. Mais quand on veut administrer... Parce qu'on a quand même vu une scène paradoxale. Là. Il fait cette communication sur RFI et la télévision nationale reprend et commente. C'est-à-dire que des journalistes camerounais capés sont assis sur un plateau de télévision, ils commentent ce que le président du conseil d'administration de la CRTV est parti dire à RFI. C'est comme si Dieudonné Mvin, qui a un organe de presse qui est parmi les plus capots camerounais. Parce que quand on regarde l'audimat, je pense que Info TV caracole en tête. Et puis il veut faire une communication importante, il se lève, il va à Equinox Télévision. Et vous faites un grand plateau ici le soir, plateau spécial. Vous commentez ce que Dieudonné Mvin est parti dire à Equinox TV. Ça n'a aucun sens. Et vice-versa. Je dis, il faut que ceux qui nous dirigent respectent les Camerounais. Donc, affaire classée, non. Et si les gens tentent même de la classer, nous, on va faire en sorte qu'elle soit toujours d'actualité. Parce que nous mesurons la gravité de ce qui a failli se passer. On a voulu jouer sur un élément fondamental de la légalité et de la légitimité d'un acte administratif unilatéral, la publicité. Parce qu'en tant que positiviste, je fais des scénarios dans ma tête. À un moment, imaginez qu'on ait lu ça. Que l'ensemble de la machine administrative et sécuritaire se mette en branle parce qu'elle pense que c'est vraiment authentique. Et que vous reveniez plus tard pour dire non, ce n'était pas vrai. Vous décrédibilisez définitivement, mais dangereusement, la parole du chef de l'État. Merci pour cette première. Je voudrais sortir en précisant également que il ne faut pas croire que parce que l'affaire est pendante devant la justice, elle est forcément oubliée. La justice doit faire son travail, la justice a son temps, la justice a ses canons de fonctionnement. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous vous garantissons que nous avons l'œil sur ce qui se passe actuellement. Vous maintenez que c'est donc une affaire bien grave. C'est une affaire qu'on devrait gravissime. Banaliser, On ne doit balayer pas la banaliser. de cette façon-là. Dans tous les cas, la procédure suit son cours. On parle de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est grave. Concernant le jeune Joanne Sitiom. Si tant il est que affaire classée, non sur le plan purement juridique, mais vous savez qu'autour de cette affaire, justement, il y a eu des sorties, des déclarations, des noms qui ont été avancés, encore qu'il y a même des suspicions sur le décret qui a été rendu public et celui qui n'a pas été rendu public. Franck, de quel côté l'affaire ne peut pas être classée? Absolument pas, Jean-Jacques. L'affaire ne peut pas être classée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'avère que M. Sitchom n'est pas le principal ou alors l'unique inspirateur de la démarche. Et donc, ce qui fait que l'on ne saurait qualifier l'affaire de classée. Ça, c'est un élément
Parce que derrière, on n'a pas entendu qu'il y a eu d'autres arrestations. Hein. Oui, il n'y a pas d'autres arrestations pour l'instant. Ce qui est très curieux dans une affaire d'une telle complexité. Oui, du moins pour l'instant, justement, c'est parce que l'affaire est aussi complexe qu'on a besoin du temps pour mener des enquêtes afin d'identifier véritablement certains coupables. D'ailleurs que j'ai appris, je ne sais pas si l'information est fondée, qu'il y a certains hauts membres du gouvernement qui ont été interpellés par le TCS, qui ont été auditionnés par le TCS par rapport à cette affaire. Mais seulement, Jean Jarzé, ça traduit une crise de confiance, une crise, je dirais, institutionnelle. Vous voyez, c'est une crise institutionnelle. Pourquoi? Parce que là, on a comme l'impression que la parole du chef est désacralisée. Désacralisée. Et qu'est-ce qui fait la sacralité, en fait, de la parole de ceux qui dirigent Jean Jarzé? C'est leur pertinence morale. Vous voyez, quand je réfléchissais sur ton sujet, il y a quelque chose qui traversait mon esprit en rapport avec ce qu'avait dit Machiavel. Il avait dit, on reconnaît la pertinence d'une gouvernance ou d'un gouvernement par le type de collaborateurs avec lesquels on s'entoure. Vous comprenez? C'est cela, Jean Jarzé. Je vous assure, je le dis humblement et simplement, un dirigeant, Jean Jarzé, doit parler avec Dieu. Il doit causer avec Dieu. Il est l'une des fonctions de Dieu, la lumière. Et il doit s'évertuer à entraîner une frange des collaborateurs dans cette dimension, afin qu'il n'y ait pas là qui joue le rôle des forces sanctifiées par rapport à la vision qu'il impulse. Et sur cette poignée de collaborateurs, vous pouvez également impulser ou alors transmettre cette dynamique dans une frange de la population. Vous voyez, ça c'est ce qui nous manque jusqu'ici en Afrique. Il y a un défaut, Jean Jarzé, de vision. Pourquoi est-ce que les gens veulent être président, vice-président et j'en passe certainement. Mais dans le fond, c'est tout simplement pour améliorer les capacités de consommation. Ce n'est pas parce qu'il y a véritablement une vision en rapport avec la gouvernance, prenant en compte l'intérêt de la collectivité. C'est ça. Il faut toucher le problème au niveau de la racine. Je n'ai rien contre l'aspiration aux fonctions, je dirais sacerdotales. Mais est-ce que nous sommes véritablement conscients que c'est légitime? Mais maintenant, les motivations, en fait, sont lesquelles? Parce que c'est ça, dans le fond, qui crée tout ce désordre. C'est ça qui crée toutes ces cacophonie. Pour classer l'affaire Joanne Sitchom dans le cas du désordre? Oui, bien sûr, c'est dans le cadre du désordre. Parce que Jean Jarzé savait que c'est un membre du gouvernement qui a instrumentalisé et utilisé le petit. Est-ce que c'est pas un désordre? Puisqu'à la base, ça ne viendrait pas du chef de l'État. Mais c'est le désordre. C'est comme si vous outrepassez en fait la volonté du chef de l'État au profit de la vôtre. Mais l'intention, c'est laquelle? La finalité, en fait, c'est laquelle? Jean Jarzé, vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire. Ce qui fait la puissance et la pertinence d'un État, ce n'est pas uniquement l'amélioration des conditions matérielles de nos populations. Je prends toujours exemple le cas de la Libye. Toujours. Je pense que les dirigeants avaient travaillé à améliorer les conditions matérielles, mais ce qui avait manqué, c'était l'élévation de la conscience de la population. Nous devons travailler à un éveil massif, à un éveil collectif, Jean Jarzé. Si vous avez dans un État une poignée dans la classe dirigeante qui se préoccupe véritablement du réveil et de l'élévation de la conscience collective, vous pensez-vous qu'on peut rentrer dans toute cette cacophonie? Non, cette cacophonie, c'est du fait d'un déficit, en fait, de vision. Et là où il y a un déficit de vision, c'est justement la raison pour laquelle on va prendre l'argent pour faire du n'importe quoi. L'argent est fait pour servir une vision. Mais s'il n'y a pas de vision, ben vous donnez l'argent aux gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger. 4 milliards pour le lard. Ils vont prendre 4 milliards pour le lard. Ils vont prendre des milliards pour s'acheter des vestes, pour s'acheter des maisons à Washington. Donc, je pense que Jean Jarzé, s'il n'y a pas un sursaut patriotique pour l'ontologie d'une minorité d'élite, l'élite qui ne se résume pas qu'à ceux qui dirigent, parce qu'un bon qui est là, si il y a un sursaut ontologique, il est une élite. L'élite, c'est l'esprit. Vous avez l'esprit, j'ai de l'esprit. Mais le problème, c'est que pour la plupart, cet esprit, il dort. Il est en léthargie. Il faut en fait que cet esprit se réveille et pour participer en fait à la transformation de notre environnement. Joanne Sitchom, donc c'est le nom qui est avancé. On avait vu quelques photos et puis sans nouvelles. Mais justement, l'information, c'est que le dossier évolue.
résolu, même si Michel Patrick, qui nous écrit, semble indiquer qu'il y a beaucoup de suspicions autour de ce dossier. Il parle du cas de Joanne Sitiom, notamment autour de l'affaire présumée de faux décrets attribués à la présidence de la République du Cameroun, alors que son dossier semble rester sans suite, soulève une fois de plus de sérieuses interrogations sur l'efficacité de nos mécanismes de lutte contre la corruption, de fraude et de mauvaise gouvernance. Les chiffres et les ressources qui sortent de nos institutions doivent avant tout servir l'intérêt général, vous l'avez dit tout à l'heure, et contribuer à améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations, notamment les plus vulnérables. Lorsque les ressources publiques sont détournées, mal utilisées ou soustraites de leur destination, c'est toute la société qui en paie le prix. Votre thème est donc particulièrement interpellateur. Il met en lumière une réalité qui nous oblige à nous questionner collectivement sur la responsabilité de nos dirigeants, de nos institutions et de chaque citoyen. Je suis profondément peiné de constater que certaines pratiques susceptibles de favoriser le gaspillage, le détournement ou le pillage des biens publics puissent encore donner le sentiment d'être tolérés. Notre pays mérite mieux. Nous devons continuer à réclamer davantage la transparence, la justice et de la redevabilité, ainsi qu'une lutte véritable et impartiale contre la corruption, dans le strict respect des procédures, la présomption d'innocence et les droits de chacun. Le Cameroun appartient à tous ses citoyens. Merci Michel Patrick pour cette contribution. L'affaire classée ou pas classée, est-ce que dire qu'elle est classée aujourd'hui voudrait signifier tout simplement que, à tort, on a évoqué les gens, on a soupçonné à gauche et à droite et que vraiment ce jeune Camerounais-là, lui, il voulait s'amuser un peu? Jean-Jacques, quand on veut soigner un cancer, on ne s'arrête pas à sa métastase. Si on va essayer d'attaquer la métastase, on ne réussira pas à traiter le cancer lui-même. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Quand nous rentrons dans l'histoire du Cameroun, où on a dit depuis 1960 que nous sommes indépendants, ça veut dire qu'on doit réfléchir par nous-mêmes, nous autodéterminer, former, éduquer les citoyens qui vont participer à la vie de la nation. Et naturellement, on devrait premièrement créer un cadre de dialogue social. On ne l'a pas fait. Deuxièmement, on rentre dans une dynamique où on nous annonce que nous sommes un État unitaire décentralisé. C'est-à-dire que nous sommes un État qui devra réfléchir à ce que toutes ces intelligences participent au développement depuis la base jusqu'au sommet. On n'a pas lancé la décentralisation. Troisièmement, on a annoncé un ensemble de grands projets qui devraient coûter beaucoup d'argent, mais on n'a pas dit à quelle fin l'électricité, les routes et consorts devaient servir. Donc, le Cameroun est dans un état de fébrilité extrêmement dangereux. Cette fébrilité-là donc est comme le cancer qui a des métastases, faux décrets, détournements et tout ce que vous pouvez citer comme problème que nous avons. On a parlé des barrages qui ne vont nulle part. On parle d'un individu qui peut détourner, je dis simplement 500 000. 500 000, Jean-Jacques, je ne parle pas des milliards. Au Cameroun, l'unité du détournement, c'est dans le milliard. Non, je parle de 500 000. Comment vous m'expliquez qu'on a les PCA, on a les DG, on a les contrôleurs financiers, on a tout ce qui constitue quand même des organes de contrôle, de vérification. Des gens parviennent à détourner des sommes, on vient se sauter 5 ans plus tard pour dire mais oh, le type là a détourné, et puis on crée des tribunaux, des TCS et compagnie. Une fois de plus, tout ça, c'est l'expression de malaise fondamental. Viennent donc les hommes politiques, depuis le retour du multipartisme, avec cette confusion dans laquelle nous sommes rentrés. On a dit, allez faire comme ça. Et ils sont venus faire comme ça. On a créé un deuxième problème dans ce pays. C'est qu'on a donné l'impression que l'opposition, c'est l'agitation, c'est l'injure, c'est finalement le non-sens. Compromis. Et il faut, à un moment donner un peu d'argent et puis rentrer au quartier. Parce qu'on n'a pas créé le cadre du dialogue social. Parce qu'on n'a pas permis aux intelligences de s'exprimer, vous allez vous rendre compte que la majorité d'opposants sont des personnes frustrées par le système. Donc on arrive à un niveau où le cancer s'installe avec la mafia, où vous avez des gens qui étaient même plus cancres que vous à l'école, du moins qui étaient des cancres. Mais c'est eux qui dirigent.
c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui sont aux affaires, c'est eux qui roulent le carrosse et qui vous narguent. Et qui vous nargue. Parce que le problème, c'est pas qu'ils roulent le carrosse, c'est qu'ils vous narguent. Vous nargue. Et vous avez donc finalement cette fracture sociale où il y en a qui sont extrêmement riches, d'autres qui sont terriblement pauvres. Je vous épargne comment on rentre dans les grandes écoles, comment on rentre dans les grandes entreprises, comment on travaille dans les parapublics. Je vous épargne tout ça. Mais le cancer a tellement grandi que finalement vous avez des Camerounais qui se disent mais on va où? Et d'autres qui disent que nous on a tout. Pendant que vous vous cherchez où vous allez, eux ils ont déjà tout. Alors, cette affaire de faux décret, c'est comme le pic en fait de l'expression du malaise social dans lequel nous sommes. Parce que, pour revenir au troisième problème, la gouvernance. On a l'impression qu'on a des gens, quand on leur dit, ça ce n'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas le cadre de dialogue social. Je vous dis que s'il n'y a pas ça, il n'y a aucune volonté réelle de développer le pays. Parce qu'il n'y a pas un cadre où l'homme politique, la société civile, va venir contribuer à l'évolution de la nation, on est obligé de crier sur les médias, de gronder, de parler fort, et on tombe dans le camp des ennemis. Finalement, donc, ceux qui sont aux affaires et qui sont limités, soit par l'âge, soit par l'époque, soit par la compréhension de l'évolution de la société, trouvent vos suggestions comme un rappel de leur faiblesse, de leur manquement, de leur faillite. Mais comme la plupart sont dépassés par les événements et sont extrêmement rassasiés, ils n'ont plus la capacité de réfléchir, de voir le bon sens dans la gestion que vous faites. Ils font de vous leurs ennemis. On a donc fini par construire dans ce pays des groupes, des clans, des frustrations, des divisions et un ordre régnant qui pense qu'il faut cogner tout le monde. Alors, lorsque on vous écoute, docteur, on a l'impression justement que cette affaire n'est pas à prendre à la légère, que ce n'est pas la diversion, comme d'aucuns ont tenté de nous dire, que voilà, là, c'est le pic. C'est le pic. Cette affaire, c'est le pic de la frustration sociale, de la guerre des clans, de l'insistance de la mafia de continuer à contrôler le pays, mais aussi d'un groupe de Camerounais qui disent on en a marre, la corde qui va casser. Pendant la campagne 2025, on a tous les partis politiques, même le RDPC était d'accord qu'il faut qu'il y ait une rupture. Mais dans la rupture, il était question de tout mettre à plat et de repartir. Pour qu'on s'entende au moins sur ce qu'on entend par développement. Quand on dit développement, on met quoi dedans? Quand on dit émergence, on met quoi dedans? Quand on dit route, on met quoi dedans? Quand on dit éducation et tout ce que vous pouvez nommer, on met qu'on s'entende en tant que Camerounais. Et à partir de là, on évolue ensemble. Ce n'est qu'à partir de là que l'opposition a un rôle qui est compris, la gouvernance a un rôle qui est compris, la société civile et ainsi de suite. Nous sommes dans la navigation à vue et la débrouillardise sociale dans tout. Ce qui fait donc que s'il n'y a pas de rupture volontaire, on va se retrouver avec une rupture imposée. D'accord. Comme cet acte-ci. Je voudrais vous relancer avec ce message. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Cette affaire n'est pas classée dans le cadre juridique, on l'a dit, car le simple fait qu'il soit écroué à la prison montre à suffisance qu'elle est pendante. Par ailleurs, elle est classée, c'est là où il y a la question, elle est classée dans le sens où l'interpellation du suspect vient taire les bruits. La sortie du MINCOM n'est qu'un prolongement de la communication qui devait être faite par le DCC, surtout qu'il est porte-parole du gouvernement, Maître Meka Fidélis, depuis Douala. Est-ce que l'interpellation justement du suspect vient taire les bruits? C'était ça Oui, alors je raconte tout ça pour qu'on comprenne dans quoi nous sommes. Et pour qu'on comprenne dans quel cadre ce décret arrive. Il arrive pour justement essayer de régler le problème que tout le monde voit, tout le monde sait. Le président l'a annoncé le 6 novembre. Mais c'est comme si tout le monde a peur d'affronter le problème de manière responsable. Ce monsieur dont interpellé, et quand vous rappelez le motif, tentative, atteinte à la sûreté de l'État et coaction avec des forces étrangères. C'est une affaire qui est, à mon sens, et mais vraiment pour parler comme au village,
classé dans un tiroir où on va ajouter d'autres éléments en continu. Donc ce n'est pas une affaire qui est rangée, qui est oubliée, qui est jetée. Non. C'est même maintenant que l'enquête commence. Pour ne pas le garder au CE2 et dépasser les délais prévus par la réglementation, il faut donc le mettre sous mandat de dépôt ou l'incarcérer et maintenant poursuivre la procédure. Ici, dans cette affaire, si le chef de l'État ne tranche pas vite son affaire de réforme, de remaniement et compagnie, la nomination d'un vice-président, nous allons nous trouver dans une histoire où la mafia va continuer à agiter les Camerounais. Ici, ça vous montre bien que la tentative et la sûreté de la nation ne peut pas être le fait d'un seul individu. Il y a donc une machine autour de lui. Oui. Si ce n'est pas tranché de manière responsable, il y aura donc l'action de la mafia qui va imposer des victimes ou alors des suspects et décider que c'est même eux qui étaient derrière cette affaire. On peut fabriquer, on va donc finalement fabriquer les auteurs d'une affaire qu'ils ne connaissent même pas. La même mafia est capable de cacher ce qui était vraiment derrière cette affaire. Oui. Et finalement, on se trouve dans le flou total, mais avec des ennemis qui vont continuer à guetter la moindre faille pour créer le discrédit. Pourquoi on parle ici de coaction avec l'extérieur? On fait allusion à qui? Vous voyez que tous ces éléments-là devront être pris en compte. Je sors en disant simplement que nous sommes au pic de la difficulté camerounaise qui ne demande qu'à se réorganiser. Nos enfants regardent Internet. La plupart de nous avons voyagé. Voyons comment ça se passe ailleurs. Voyons comment quand il faut contribuer pour l'évolution du pays, on consulte les Camerounais. Les partis politiques ne sont pas faits pour brailler sur les plateaux de télévision. Ils ont un idéal de la nation et ont des idées à apporter. Mais quand est-ce qu'on va apprendre à reconnaître au moins en chaque Camerounais sa capacité à contribuer au bien de la nation? Il faudra donc que nos élites, nos gouvernants, tout ce qui nous dirige, intègrent aujourd'hui que quand Maître dit qu'ils ne gouvernent pas, ils administrent. On souhaite monter au niveau de la gouvernance où on a une vision, on a des objectifs qu'on doit atteindre, et ce n'est qu'à partir de là qu'on rejoint l'idée de franc-maçon qui consiste à fabriquer un peuple à même d'accompagner la vision. Parce que les deux vont ensemble. S'il n'y a pas de vision, on amène le peuple où? Il faut donc qu'il y ait la vision, et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut tenir un discours de rassemblement, d'organisation, de structuration, pour que ce seul Cameroun qui nous appartient à nous tous se développe. Moi, j'ai beaucoup de peine à me disant, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur laisse comme héritage? Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui ont 90 ans, 60 ans, 80, 50, est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils voient? Bon, ce n'est pas une question, la plupart n'ont plus de cœur. Bonsoir au grand soir et bonsoir à l'ensemble panel. Je me permets de vous adresser ce message pour saluer et féliciter la qualité de l'analyse et le développement idéologique que nos compatriotes sont en train d'apporter sur ce plateau. Pour ma part, je pense que l'affaire Joanne Sitchom ne devrait pas être classée aussi rapidement, car elle soulève, au-delà des considérations secondaires, des questions fondamentales que nous, simples citoyens, sommes en droit de nous poser. Qui l'a mandaté? Qui a envoyé Joanne? Est-il réellement l'auteur du document en question? Et surtout, avait-il qualité et compétences pour prendre une telle initiative ou pour établir un tel décret? À mon humble avis, c'est là que se trouve le véritable fond du problème. Avant de chercher à tirer des conclusions, il serait essentiel d'identifier clairement l'origine de cette démarche, les personnes qui l'ont commanditée et le cadre juridique dans lequel elle a été entreprise. Merci, c'est Christian Dodja. Merci Christian pour cette contribution. Il y en a beaucoup d'autres, mais maître, puisque vous êtes là. Sitchom, si on s'arrête à Sitchom, l'affaire, je veux dire, serait à ce niveau-là totalement négligée. Vous pensez que derrière Sitchom, il pourrait y avoir une grosse mafia, pour utiliser l'expression du docteur tout à l'heure? Justement, tout à l'heure, lorsque je précisais le premier pan d'analyse de la perception que j'ai de l'expression affaire classée, je vous ai dit que c'est le procureur de la République ou le commissaire de gouvernement qui a qualité pour mettre ou classer sans suite une affaire. Mais maintenant, lorsqu'il décide de poursuivre, il y a une précision que je n'ai pas apportée tout à l'heure, c'est que il saisit le juge d'instruction, généralement lorsque ça concerne un mineur, mais aussi et peut-être surtout lorsque l'affaire est complexe.
Et le code de procédure pénale donne la latitude au juge d'instruction de mener ces enquêtes avec même parfois l'utilisation de commissions rogatoires. Le juge d'instruction peut se déplacer sur l'ensemble du territoire national et même en dehors dans le cadre de la coopération judiciaire du Cameroun avec d'autres pays. Parce que quand on parle d'intelligence avec des puissances étrangères, vous comprenez que le problème est extrêmement grave. Et on parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Et je répète que lorsque ça va déjà chez le juge d'instruction, la loi lui donne jusqu'à 12 mois. Il a au moins 12 mois pour boucler son information judiciaire. Donc ça fait qu'il a assez de temps. Et il a les moyens, en principe, de mener cette enquête parce qu'il jouit de la prérogative d'office, je peux dire d'OPJ supérieur. Voilà comment on a l'habitude d'appeler vulgairement dans notre jargon. Donc, il va creuser. Je voudrais, parce que j'ai l'habitude de dire que si nul n'est censé ignorer la loi elle-même gagnerait à n'ignorer personne. La mise en cause, dont le nom est jeté ainsi en pâture, semble à mon avis être un bouc émissaire. Parce que j'ai regardé l'individu, j'ai regardé la photo, et en tant que sémioticien, j'ai la faiblesse de croire qu'il n'a pas l'épaisseur requise pour s'engager dans un projet d'une telle envergure. Il y a de fortes chances qu'il y ait des gens derrière lui. Probablement, la justice saura mêler... Mais à quelle fin à une fin simple. Et c'est là, il dit que ceux qui nous dirigent, je répète qu'ils dirigent, ils n'administrent pas. Et ils n'ont même pas le logiciel. Ils ne gouvernent même pas. Ils n'ont pas le logiciel idéologique nécessaire pour gouverner. Le problème, c'est que lorsque j'ai pris l'exemple du pavé dans la mare, quand j'étais notre compatriote, le politologue Paul-Stéphane Menunga, en réalité, la fin, c'est laquelle? C'est l'exaspération des ambitions égocentriques de ceux qui sont autour du patriarche. Parce que la Constitution, en principe, là où c'est sérieux, la Constitution, on sait qu'elle consacre. Elle ne suppute pas. Et les gens ont réussi un tour de prestidigitation législative à dire dans notre Constitution que le chef de l'État peut. On est dans la supputation. Était. Vous avez oublié votre stylo. J'ai oublié mon stylo. Était. Parce qu'on peut en rire, mais c'est désagréable. Quand je vois l'épaisseur de nos enseignants de droit, je sais pas moi, le avec une question aussi fondamentale. Le professeur Magloire, le professeur Mikwachi, on a d'éminents juristes. Le professeur Kanto. Comment les gens ont fait pour nous mettre dans la Constitution du Cameroun? A dit que si c'est le chef de l'État, pourquoi sommes aussi pressés? Alors qu'elle est supposée consacrer la Constitution. Deuxième chose, elle vous dit que comme il peut là, c'est le monsieur qu'on peut nommer, qui lui cependant, et là on consacre, c'est lui qui saisit le Conseil constitutionnel pour lui demander de constater la vacance. Vous mettez donc là devant des chiens enragés un bout de viande qu'ils vont se disputer. Tout le monde veut ce bout de viande là. Parce que les gens ont compris que qui est vice-président est le successeur, contrôle l'appareil administratif, contrôle la succession. Il lui suffit de dire que bon, ça va, hein, je constate la vacance. Donc forcément, à un moment donné, on a créé un véritable monstre constitutionnel qui aurait pu, s'il avait même été rapidement nommé, serait devenu la béquille constitutionnelle du chef de l'État. Il lui aurait permis de continuer, de terminer son mandat et d'aller se reposer. Mais là, le temps passe. Les gens ont réussi un autre exploit, faire mentir le chef de l'État. Parce que lorsqu'il prête serment, le 6 novembre 2025, je continue à répéter que ce ne sont pas des promesses qu'il a faites au peuple camerounais. Ce sont des engagements qu'il a pris. C'est très différent. Nous tous, on peut donner des cours de français. Il a pris des engagements. Nous tous, moi j'ai donné des cours de français. Je n'ai pas besoin de dire NUS. Le subjonctif, on connaît. Il a pris des engagements. Et ces engagements étaient tellement simples, Jean-Jacques Zé. Et lui-même, il vous dit que la machine administrative camerounaise est grippée. Nous avons besoin de réformes institutionnelles. J'ai applaudi de deux mains. Après, il a dit, je vais faire de ce mandat le mandat des jeunes et des femmes. Et c'est normal. Les jeunes et les femmes, c'est 70 à 80% de la population camerounaise. Bien que les différents recensements ne nous disent pas exactement combien nous sommes et que celui qui est en cours est déjà loupé d'office. Ensuite, le 31 décembre, là, on touche sur le pompon. On lui fait dire qu'il va nommer un gouvernement dans les prochains jours. Et là, ceux qui ont apparemment fait le français plus que nous
nous font des cours d'exégèse linguistique sur la compréhension qu'on doit avoir de l'expression dans les prochains jours. Nous sommes en août. On n'est plus dans les prochains jours, on est dans les prochains mois. Et tel que c'est parti, il risque d'avoir un glissement des dates vers les prochaines années. Et le 10 février, s'adressant à nos jeunes compatriotes, c'est-à-dire, non parce que lui l'appelle le fer de lance, j'appelle ça une escroquerie politique, parce que la socialisation politique d'un enfant se fait à partir de 7 ans. En réalité, il s'agit, le jeune n'est pas le fer de lance de la nation. Le jeune est la main qui tient la lance avec laquelle la nation conquiert son progrès. Il promet à cette jeunesse que je suis conscient que vous êtes impatient de voir le gouvernement que j'ai promis le 31 décembre. Mais je vais aller plus loin. On va même plus loin. Je vais nommer des directeurs généraux et des présidents de conseils d'administration à la tête des entreprises publiques et parapubliques. Ça veut dire que lui-même il est conscient de ce que il y a des gens là qui sont à la tête de ces entreprises de manière illégale. Quels que soient les tours de prestidigitation intellectuelle qu'on peut faire, ils sont à leur manière illégale. Vous ne pouvez pas être à la tête d'une société d'État pendant 40 ans, ça n'a pas de sens. Et donc forcément, ce cocktail explosif fait que chacun a compris que le levier, la manivelle qui peut justement déclencher la dite rupture, la rupture à laquelle nous aspirons tous, c'est le vice-président. Et là, forcément, faut pas être sorti de Yale, d'Harvard ou de Cambridge pour comprendre que le type que moi je vois sur la photo là, je suis désolé, n'a pas l'épaisseur de la peau. On voit la photo. Et donc forcément, il revient donc maintenant à la justice de l'exploiter, parce que je répète, moi je ne peux pas dire que c'est lui. Simplement parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Seul le tribunal, lorsque la décision sera devenue définitive, nous dira s'il a été acquitté ou reconnu coupable. Mais en l'espèce et en l'état, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous vous disons que, au regard de la gravité de l'acte, au regard de la situation sociopolitique de notre Cameroun, au regard de l'imbroglio législatif qui entoure la succession du chef de l'État, et au regard des difficultés auxquelles nous sommes confrontés en termes de passation du relais dans la gestion de la chose publique, il est peut-être temps que ceux qui dirigent arrêtent de faire mentir le chef de l'État. Parce que en fait, c'est quoi? C'est l'arbre qui cache justement, la forêt. Franck, est-ce que Sithiom n'est pas la voix de l'impatience? Est-ce que Sithiom n'est pas la voix de la lassitude, de l'exaspération? Avant de répondre aux questions, permettez que je fasse un crochet sur un élément important que M. Zogo a souligné. Pourvu que vous reveniez sur la question. Il y a des crochets qui nous envoient ailleurs. Vous savez, dans l'univers de la philosophie politique et morale, on vous dit qu'il n'y a pas de loi sans conscience. Ça veut dire que derrière les textes, il y a la conscience, si vous voulez, une nature de mentalité. Oui. Ça veut dire que l'impertinence des textes, ou alors l'incohérence des textes, traduisent tout simplement la nature de la mentalité qui a pensé ces textes et qui a structuré en fait ces textes-là. Et justement, cette citation convoque également la légitimité en fait de la loi. Et qu'est-ce qui fait la légitimité de la loi, Jean Jazé? La loi, son fondement est moral, il est vertical. Bernard Debré, un ancien haut responsable en France, avait fait une sorte de sermon où il demandait à Marianne d'épargner les hauts responsables de la République française de la duperie. Vous voyez, quand vous occupez donc une fonction régalienne, Jean Jazé, vous êtes supposé que la représentation de l'État, le grand E, la personne morale. Ça veut dire que vous ne vibrez que pour l'intérêt justement de la personne morale qu'est l'État, qui s'observe dans la collectivité. Et par conséquent, vous serez en mesure de voter des lois à caractère utilitariste. Je pensais que c'est comme ça se dit, non? Utilitaire. Utilitaire, autant pour moi. Merci, Guy Zogo. Mais dès lors qu'il y a cette rupture entre vous, qui occupez cette fonction régalienne, et la personne morale, il est clair qu'on rentre dans du n'importe quoi. Maintenant, pour répondre à vos questions, parlant peut-être de la question de l'impatience, de l'exaspération. Jean Jazé, vous savez, une nation, Jean Jazé, c'est une vision. Une nation. On le répétera toujours. Hein. Mais seulement, la vision, son fondement est vertical, Jean Jazé. Ça veut dire que dans le fond, pour construire une nation équilibrée, puissante, vous avez une poignée d'individus représentatifs de cette vision. Il y a donc un cap qui est fixé et on travaille à amener un grand nombre vers ces câbles-là. Et quand vous rentrez dans une configuration pareille, Jean Jazé, les situations comme celles que nous vivons là, on va les vivre de moins en moins.
Vous voyez, de moins en moins. Parce que tout le monde, on peut dire le déploiement de la grande majorité des populations, en fait, s'inspire de la vision. Quand vous prenez par exemple les pays comme la Chine, même si personnellement pour moi ce ne sont vraiment pas des modèles, ou bien les États-Unis, mais c'est parce qu'il y a des dirigeants, en fait, qui ont travaillé dans le long terme. Il y a quelque chose qui m'a frappé ces derniers temps dans mes petites recherches. Voyez-vous, un pays comme la Chine a construit une muraille de 21 000 km en 20 siècles, 2000 ans. Ça veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui n'étaient pas quand ça se construisait. Vous comprenez que ce sont des pays qui se projettent sur le long terme. Donc il y a une vision qui se projette de construction de la puissance de l'État dans le long terme et on transmet cette vision de génération en génération. 2000 ans de construction, 21 000 km. Vous voyez bien qu'il y a transmission de la vision de génération en génération. Je vous assure que si nous ne menons pas les débats de fond, les débats dans ce sens, nous allons faire ce que j'appelle ces derniers temps, alors nous allons proposer des solutions d'analgésiques. C'est-à-dire des solutions qui viennent régler les fléaux, les problématiques d'ordre conjoncturel. Mais pourtant, nous avons besoin de régler les problématiques d'ordre structurel. La structure touche à votre fondement, à votre identité. Quand vous êtes malade, Jean-Zanzier, et que vous allez à l'hôpital, votre structure, elle dysfonctionne, mais qu'est-ce qu'on fait? D'abord, l'examen de sang. Vous voyez, ce sont des symboles, parce que c'est l'examen de sang, votre identité, qui renseigne avec précision sur la nature, sur l'impertinence ou alors la pertinence de votre dysfonctionnement. Or, ici, le sang, c'est quoi? Mais c'est la mentalité Cameroun. Et ne dit-on pas que le Cameroun et les Camerounais, donc il y a une mentalité unique qui s'exprime dans sa dimension pure. Donc c'est là qu'il faut aller rechercher la solution. Le reste, là, je vous assure que c'est de la pacotille. On va accorder nos 5 minutes traditionnelles aux téléspectateurs qui peuvent nous joindre. Hein. La ligne est ouverte, le numéro est affiché au bas de l'écran. Dire qu'il s'agit, qu'il a agi seul, pour le moment, n'est pas important car l'information judiciaire est menée et attendons les résultats de cette information. Je précise que, vrai ou faux décret, les Camerounais oublient que l'article précise que le président peut nommer. Pourquoi insister s'il peut ne pas nommer? Le Sénat a été créé, c'est 15 ans après que son président a été nommé. Le temps du président, il en est le maître, c'est Maître Meka Fidelis depuis Douala, qui vous rappelle que le temps du président, c'est le temps du président. Et ce n'est pas vrai. Une incongruité. Comment ça, ce n'est pas vrai, Jean-Jacques. Quand on maîtrise le temps, on ne vieillit pas. Jean-Jacques, c'est autant de choses qu'il faut qu'on corrige dans le pays. Il faut changer ce narratif. Le patron de la nation, c'est le peuple. Voilà. Oui. C'est pas le chef de l'État. pas le chef de l'État. Absolument. Le chef de l'État exécute ce que le peuple attend de lui. Venez dire que le temps du président, non, ça c'est l'esbrouf. Voilà. C'est-à-dire que de manière responsable, sans manquer respect à quiconque, il faut qu'on reconnaisse que nous sommes tous serviteurs du peuple, y compris le chef de l'État. En fait, il est le premier serviteur du peuple qui aime même ce peuple plus que nous, et c'est lui qui montre le cap et les autres suivent. Donc venez dire que le temps du président, franchement, c'est un narratif qui doit s'arrêter. Il faut arrêter ça. Ça devient même humiliant pour nous, à l'échelle internationale, qu'on réduise notre pays au gouvernant, à celui qui dirige. On parle de temps. Non, c'est pas juste. Alors, Anissé, est-ce qu'on peut avoir les téléspectateurs en direct au téléphone? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis Dieudonné Magouette. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Jean-Jacques. Oui, on vous écoute. Jean-Jacques, moi, je parle beaucoup plus de ma prise de position concerne le lac municipal. Vous voulez nous plonger encore dans le lac? Allons-y. Jean-Jacques, imaginez le lac municipal. Je viens de suivre l'intervention de ce pape invité. Comme ils sont encore un peu de votre planche à hâte. Jean-Jacques, c'est pour faire quoi? Jean-Jacques, le monsieur qui est à l'enseignement supérieur, il est là aujourd'hui depuis 22 ans. Il se moque de la jeunesse camerounaise. C'est 400 combien de millions là pour la jeunesse camerounaise. Et pour prendre leur pétrus pour faire tour du lac, il va enterrer peut-être 20 milliards de francs là-bas. Vous pouvez imaginer, Jean-Jacques, ces gens ont des comptes à vous rendre, et non à nous autres, parce que moi je suis à la fin de mes troisième âge. Ils vont rendre les comptes à vous. D'accord. Ils continuent à jouer avec ce pays.
Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Il y a cette opposition de chiffres. Là, c'est vous qui avez commencé l'affaire. Entre les 4 milliards pour le lac et les 450 millions pour les étudiants. C'est choquant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher Jean-Jacques. Comment vous allez? Ah, je crois que ça va assez bien. On vous écoute. Oui, voilà. Déjà, cette affaire de faux décret est vraiment devenu quelque chose qui plonge notre pays dans un... Comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire que c'est dans un théâtre, quoi. Parce qu'on n'a jamais suivi ça quelque part dans le monde. C'est terrible. Donc, je pense que, pour ma part, cette affaire est classée. Parce que justement, ceux qui sont là aux affaires en ce moment, ils ne peuvent pas être jugés et partis. Et puis, on croit que vraiment la vérité va sortir au grand jour, jamais. Donc, celui-là, il est à Kondengui. Et il va y rester beaucoup, tout ça. Voilà, parce que justement, on peut utiliser aussi cette prison-là pour qu'on ne parle plus de lui. D'accord. Donc, vraiment, c'est triste. Merci. Monsieur l'apôtre Adam Charlemagne. Merci beaucoup pour cette contribution. On prend quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur, bienvenue. On vous écoute. D'accord, merci. Bonsoir, Jean-Jacques Dieu, bonsoir pour le panel. Un bonsoir particulier à maître Jean-Guy Doro, qui sylvestre depuis la ville de Sa. D'accord. Merci. Vraiment. Nous sommes malheureusement devenus un peuple, je vais utiliser l'expression, consacré aux ambitieux. Parce que je regrette que les opposants d'aujourd'hui soient les seuls à se battre pour le peuple qui, lui, les traîne dans la boue, ne reconnaît même pas le travail qu'ils font en face. Nous sommes devenus un peuple tellement ambitieux qu'il suffit que, comme dans le milieu des fonctionnaires, qu'on dise qu'on va couper le salaire à une personne pour qu'ils se mettent à rentrer. Donc on a même une peur bleue de parler. Quand on regarde ce qui se passe, nous tous nous sommes indignés, mais notre indignation, on la ravage, malheureusement. Malheureusement. Donc, nous sommes... nous ne pouvons que regarder ce spectacle et comme nous sommes devenus donc des Vendées, dire que bon, Dieu va gérer ça. On a la Merci, on vous salue du côté de ça. Allô, bonsoir, au téléphone. Allô? Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Jean-Jacques. Thomas Masson. Je suis Thomas Masson. D'accord. Le message qui a été lu tout à l'heure, une question. Le message qui indiquait que Paul Biya est le président et le maître du temps. Dans une machination qui fait le peuple camerounais, cette histoire ne tient pas une émotion. Vous savez, une véritable bataille stratégique. Pour citer Jean-Jacques, ce monsieur existe-t-il réellement? Il pourra vérifier qu'il est accompli de l'émission. D'accord. Thomas Masson demande si ce monsieur existe même réellement. Vous parlez de Joanne Sichom. C'est les questions de communication qu'on évoquait par ailleurs pour une question aussi importante qu'il reste un gros mystère sur l'existence même de ce personnage-là. On vous prend au téléphone encore. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bienvenue monsieur. On vous écoute. Allons-y rapidement. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, on vous écoute. Vous êtes déjà en ligne. Alors, évitez de suivre à travers le téléviseur, parce que ça va toujours créer ce décalage. Répondez directement à travers le téléphone. Allô, bonsoir. Ah, je crois que les appels sont... Voilà, bonsoir. Oui, allô, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Jean-Jacques.
Bonsoir madame, bienvenue. Bonsoir à votre panel, merci. Bonsoir. Vraiment, nous pensons que l'affaire Jonathan Tichon, c'est vraiment une affaire classée entre guillemets. En réalité, monsieur Jonathan Tichon est l'arbre qui cache la forêt. Monsieur Jonathan Tichon n'est pas celui qui a, je dirais, posé les actes de ce faux décret du vice-président. Derrière Jonathan Tichon, il y a toute une machine. Il y a tout un arsenal. Donc, du coup, effectivement, affaire classée, entre guillemets, à tout son sens. Comme Maître Guizot l'a dit, celui qui a l'opportunité de classer les affaires, c'est le procureur de la République ou le commissaire du gouvernement, selon qu'on est devant un tribunal militaire ou un tribunal de droit commun en matière pénale. Donc, du coup, Tichon, c'est juste un masque. C'est un masque. Monsieur Tichon, c'est un masque. Les vrais commanditaires sont cachés derrière. Et donc, on veut faire quoi? Pour faire, qu'est-ce que je veux dire, pour apaiser, ou alors pour faire taire les agitations. On nous fait croire que Tichon est en détention, je crois, à Kondengui. Mais sinon, il n'en est rien. D'accord, madame. Merci beaucoup. C'est depuis Douala. Merci beaucoup. Merci, madame. C'est la première voix féminine au téléphone. Voilà, pour l'homme de ça, qui indiquait qu'on n'accompagne pas beaucoup, que les populations n'accompagnent pas beaucoup les combats. Voilà, une voix qui a réagi de ce côté. Bonsoir. Joanne est une victime. Tous ceux qui ont été nommés devraient être entendus, car avant chaque nomination, il y a au préalable une consultation. C'est un cas de Mbanga qui n'est pas, que l'affaire n'est pas classée. Il y a encore Jean-Jacques Zé, fantastique panel. Entendez par Kondengui, couloir de la mort. Et l'affaire est classée à Banda Joseph du côté de Yaoundé. On ne pourra plus prendre les appels. C'était 5 minutes. Et on a géré nos 5 minutes d'appel pour ce soir. Je sais que vous êtes nombreux encore. Jean-Jacques, merci. Merci beaucoup pour la qualité des invités. C'est cette crème-là que nous en avions besoin. Soyez abondamment bénis. C'est Soulé qui envoie ce message-là. Alors pour les 12-13 dernières minutes de ce programme, les Camerounais attendent encore derrière cette affaire. On a l'impression, quand on écoute les Camerounais, qu'ils ne veulent pas s'arrêter à Tichon. Il faut creuser encore. Maître. Je pense que les gouvernements, les dirigeants camerounais, les administrateurs du Cameroun devraient méditer ce proverbe Menimbasa qui dit que si le WC vous dit que vous souffrez d'hémorroïdes, ne discutez pas, parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas. Ouais. Malheureusement, je les invite à méditer sur ce proverbe, mais je sais également que, comme le docteur Jean-Moïse Bok disait tout à l'heure, ils n'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas de cœur. Parce qu'une société dans laquelle l'empathie humaine a disparu, c'est une civilisation décadente. Vous ne pouvez pas avoir les rênes du pouvoir pendant un demi-siècle. Les gens crient qu'ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école, tout ce que vous voulez, qu'ils sont empoisonnés par les importations, parce que les gens ne sont pas conscients de ce que au moins la moitié des produits que nous consommons en conserve qui viennent d'ailleurs, beaucoup sont interdits de consommation chez eux. Oui. Et eux-mêmes dénoncent le fait qu'on nous envoie ça ici et que nous on prenne ça. Je pense que les populations camerounaises sont aujourd'hui au bout du rouleau. On leur a promis le bout du tunnel, on n'a jamais vu le bout du tunnel. Tout ce qu'on leur a promis, on n'a jamais vu. Et les gens sont tellement désespérés qu'ils en arrivent à s'accrocher au moindre signal d'espoir ou signal d'une possibilité de changement. Comme l'espérance. Et non. Parce que le problème de la grandeur et de l'espérance, c'est qu'il faudrait déjà dire aux gens qu'est-ce qui fait la grandeur d'un peuple, la grandeur d'une nation, la grandeur d'un État. Et qu'est-ce qui innerve, gouverne, consolide, pérennise l'espérance dans la conscience collective d'un peuple. Les conditions ne sont pas réunies. Parce que le problème quand on dit que je ne sais même pas qui c'est, le compatriote en question
est l'arbre. Parler un peu comme Thomas Massock. Oui, qui finit est par l'existence l'arbre qui cache la forêt. On finit par dire que c'est un faux coupable pour des faux décrets, de manière à ce qu'on puisse cacher les vrais coupables et les vrais décrets, faux décrets. Donc c'est assez gênant parce que, et c'est en cela que je passe mon temps. Je remercie le camarade, le compatriote qui a insisté sur le fait que les populations camerounaises n'accompagnent pas les combats des hommes politiques de l'opposition. Pour deux raisons. La première, on a taxé, on a travaillé, on a installé dans la conscience collective camerounaise que l'opposant est un ennemi de la République, un ennemi de l'État, que lorsqu'il critique et fait des propositions, c'est parce qu'il n'aime pas le pays, ce qui n'est pas vrai. Et la deuxième chose, pour qu'on consolide ça, on s'est arrangé à ce que les gens passent leur temps à chercher comment satisfaire leurs besoins libidineux. Parce que les Camerounais passent plus de temps dans les bars, les boîtes de nuit, les auberges, les motels qui poussent partout, les églises de réveil et autres. Et in fine, vous laissez les églises et essaye, in fine, laissez les églises et in fine, le pasteur qui réagit monsieur, je comprends la réaction du pasteur. et le problème, c'est que, à un moment donné, les gens ne sachant plus à quel sens se vouer, deviennent facilement malléables, littéralement et quasiment des moutons de panurge, voire même des girouettes qui, au gré du vent, vont à gauche ou à droite, alors qu'il y a des questions fondamentales. Alors, on va rapidement partager la parole avec les autres. Hein. L'envie est là, on ressent cela des Camerounais, d'accord, Sitchom est à Konengi, mais que vraiment, que l'affaire ne s'arrête pas là. L'affaire ne peut pas s'arrêter là parce que, et ça c'est ma lecture, nous sommes dans un combat qui est extrêmement sérieux. C'est pour ça que je suis embêté quand je vois l'opposition, par exemple, qui est divisée et qui ne comprend pas la profondeur de ce combat. Nous partons des colons qui nous ont saigné à blanc. Puis après, on a eu les néocolons qui ont vidé les caisses. Ils ont fait tout ce que nous savons aujourd'hui. Parce que c'est eux qui annoncent tout ce que nous appelons les femmes blancs aujourd'hui. C'est les néocolons. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut s'enrichir eux-mêmes et pas besoin des projets et des programmes qu'on vous a annoncés. On pensait qu'on était sorti de l'auberge avec le combat qu'il y a eu. Et il faut saluer l'action et le combat de tous les hommes politiques que nous avons eu par le passé. Ici, depuis John Fundi et tout ce que nous avons eu, il faut saluer le combat de ces hommes parce qu'ils ont réussi à mettre à nu les néocolons. On a raté le virage et c'est là que la mafia a pris le dessus. On a raté le virage où on a échappé aux néocolons. Mais aujourd'hui, la mafia contrôle le pays. Parce que c'est elle qui nomme. C'est elle qui décide de ce que vous êtes. Elle décide de ce que vous faites. Mais les populations directement ne bénéficient de rien. Alors que la mafia, elle s'enrichit, elle s'engraisse. Donc l'ennemi de cette nation aujourd'hui, c'est la mafia qui est tapie dans l'ombre, qui contrôle tout, qui dirige tout, qui fait tout ce qu'elle veut. Et vous pouvez le ressentir dans la façon dont les gens meurent, les gens sont assassinés, les gens vivent des choses compliquées. Vous vous demandez mais comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau où la mafia semble tout gérer, tout gouverner, décider de quand on rit, quand on pleure, quand on danse ou quand on se fâche? Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec le modèle de gouvernance du chef de l'État. Un pays comme le Cameroun ne peut pas vous permettre de le gouverner par délégation. C'est là qu'il a installé la mafia. Parce que quand on sait que je peux commissionner tel, mais le courageux, parce que la mafia c'est d'abord le courage. Bien sûr. Le courageux s'improvise le prochain commissionnaire. Et s'il n'y a pas un contrôle, vérification, il finit par germer, par grossir. Donc aujourd'hui, celui qui a laissé que la mafia s'installe est le seul qui est capable de couper la tête de la mafia. Et c'est le chef de l'État, M. Paul Biya. C'est pour ça que ceux du RDPC doivent comprendre que notre mission, ce n'est pas d'attaquer l'homme Biya. Ce n'est même pas d'attaquer leur parti politique, c'est de les amener à penser au Cameroun. Et parce qu'ils vont penser au Cameroun, ils vont prendre des mesures idoines pour que ces Camerounais-là soient heureux et à l'aise. N'oubliez pas, Jean-Jacques, que c'est lui qui a dit que je souhaite qu'on retienne de moi celui qui aura apporté la démocratie, modèle de gouvernance qui consacre le peuple comme patron de la gestion de la vie. J'aurais donc amené la démocratie et le progrès, donc des choses qu'on peut voir de manière évidente, de manière normale, de manière responsable et qu'on peut mesurer et qualifier.
mafier. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils prennent des mesures. Et quand j'entends les gens dire, bon oui, on se moque un peu des opposants, quand il est là, vous dites qu'il ne fait rien, quand il n'est pas là, vous demandez qu'il revienne. C'est une façon de lutter contre la mafia et pour dire que celui qui seul peut, par un remaniement, par une dénomination, par un mouvement, recadrer, ramener les Camerounais dans une dynamique. La dernière minute, Franck, sur cette question-là, ça fait 2 mois justement cette affaire, 2 mois exactement, jour pour jour, aujourd'hui. Les Camerounais disent qu'on attend le prochain buzz. Dès qu'il y a un prochain buzz, on tourne la page. Dès que le capitaine est foudou, crée un nouveau buzz, on tourne la page. Est-ce que ce n'est pas cette minimisation des affaires qui nous amène aujourd'hui à entasser pas seulement des buzz mais des scandales? Justement, ça doit interpeller en fait la conscience des populations, Jean Jazé. Parce que là, il y a du discernement, on ne peut pas vous entraîner facilement dans le buzz. Le problème, c'est quoi? Le discernement. C'est que les populations elles-mêmes doivent se rendre à l'évidence qu'elles n'aident pas beaucoup. Pourquoi je le dis? Figurez-vous par exemple l'attente ou alors l'attention par rapport à cette situation de la suite. La plupart du temps, ça s'inspire des règlements des comptes vis-à-vis de ceux qui dirigent. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on veut savoir qui est le véritable coupable, il faut le manger à la sauce parce qu'on estime que c'est lui qui est la cause de nos problèmes. Non, je dis aux populations, non. Ce n'est pas en fait cette émotion, cette motivation qui doit déterminer l'attente ou bien alors l'attention relative à la suite d'une affaire pareille. Dr Mbok a évoqué un concept tellement pertinent qui nous mène à quelque part, je dirais, d'extrêmement... il a parlé de la mafia. Nous sommes dans une configuration où, Jazé, une minorité de personnes ont construit une fortune qui semble être plus puissante que la fortune de l'État. Et personne n'a la question. Vous voyez, on vous dit en 20 ans, en une vingtaine d'années, on fait état de presque 15 000 milliards de détournements. Or, le budget du Cameroun se situe autour de 7 à 8 000 milliards. 8 milliards. Donc, vous voyez qu'une minorité d'individus s'accapare 2 voire 3 fois, parce que si on prolonge ça en 20-30 ans, le budget. Donc, ils construisent un réseau qui semble être plus puissant que l'État. Jean Jazé, cette démarche, c'est le premier facteur d'insécurité de notre nation. Vous comprenez? On a besoin de l'émergence d'un nouveau type de leader. Je le dis encore, Dr Mbok peut être un leader. Alors, il faut chuter, on n'a plus que 30 secondes. Jean Jazé peut être un leader, Église européenne, mais à condition que nous découvrions tous nos potentiels qui sommeillent, qui s'élèvent et qui rentrent en fait dans sa puissance, dans son héritage. D'accord, merci beaucoup messieurs d'être venus, les messages sont nombreux, tous ces messages vous félicitent pour la qualité de vos interventions. Merci à Robert depuis le Québec qui dit l'affaire Sitium là. Un proverbe bassa dit que le cadavre qui va se réveiller se reconnaît à ses yeux. Quand on voit le gars là, est-ce qu'il a le cœur? En tout cas, un jour, on va nous dire qu'il est déjà au Canada. Et il signe bonne. C'est fort. D'accord. C'est la mafia qui peut réussir à faire ça. Il peut se retrouver comme ça au Canada. Là, on a connu des gens qu'on a arrêtés dans ce pays. Et on vous dit qu'on l'a vu en train de prendre le petit déjeuner à Paris quelque part. On ne sait pas à quel moment il est sorti, ainsi de suite. Mais l'affaire, si tu nous, on ne classe pas le dossier. Pas du tout. On va suivre cette affaire-là. Très bonne soirée à tous. On se retrouve demain, 17h, pour un autre programme.